Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Diceall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Moi, c'est LP. Et aujourd'hui est venu un moment que vous attendez avec impatience. On va vous parler de nos top 15 des jeux les plus attendus pour l'année 2021. Yes! Yes! Mais là, c'est sûr qu'avant de faire ça, on va faire un petit disclaimer, un petit avertissement. On avait fait la même chose, évidemment, l'an dernier, à peu près au même moment dans l'année, pour nos jeux les plus attendus de 2020. Et il y en a beaucoup là-dedans qui ne sont pas encore arrivés. Fait qu'avant de passer avec la liste de 2021, on va faire juste un petit retour sur notre liste de 2020. Ça va expliquer pourquoi il y a certains titres que vous vous attendriez probablement à voir sur notre liste de 2021 qui n'y seront pas parce qu'on ne renommera pas des jeux qu'on avait déjà nommés l'an dernier, dans le fond. Voilà. Fait que si je commence rapidement, moi, si je passe un petit retour sur la liste de l'an dernier, sur les 15 jeux que j'avais nommés, il y en a juste 3 en tant que tel, j'ai joué, puis il y en a juste un 4e qui est sorti, mais que j'ai pas encore eu la chance de jouer, qui est Smartphone Inc. Dans les 3 que j'ai reçus, que j'ai pu jouer, j'ai Godspeed qui est correct, qui est pas décevant, mais qui est moins extraordinaire que ce que j'aurais voulu. Puis les 2 autres, ben par contre, ce sont des belles réussites. C'est Stygian Society, qui est un jeu coopératif avec une tour à cube. Le vidéo il est disponible sur la chaîne. Projet Elite, la 2e édition. On a le vidéo de la première édition qui est disponible sur la chaîne aussi. Un excellent jeu de commande. Fait que ça, c'est 2 autres belles réussites. Les autres jeux que j'avais mis sur ma liste, certains des autres, là, mais les plus gros titres, disons, que je ne remettrai pas, ben, il y a Isofarian Guard qui était mon numéro 1, Unsettled qui était numéro 2, j'avais Oathsworn Into the Deepwood qui était 3-4, Dice Throne Adventures qui arrive dans les prochaines semaines. J'ai Dead Reckoning, Steampunk Rally Fusion, Carnival Zombie, même Company of Heroes, qui sont tous des jeux que j'avais nommés sur ma liste de 2020, qui ne sont tous encore en délai et en retard. Ouais, c'est ça, particulièrement cette année, là. Ouais. Moi, sur mes 15, j'en ai 5 seulement qui sont arrivés. Puis dans les 5, j'ai même pas eu le temps de tous les jouer encore. Fait que moi aussi, il y en a juste 3 que j'ai joué au final des 15 que j'attendais pour 2020. J'ai joué Alma Mater, qui était quand même 3e sur ma liste l'année passée. Puis qui a quand même rempli les attentes. C'est un jeu que j'ai bien aimé. Puis que je vous ai présenté cette semaine, justement. Beau timing. Ensuite, j'ai joué à Aquatica, donc Atlante en français. Qui était sympathique, mais on dirait qu'il manquait un petit quelque chose de plus. Puis cette année, bon, il annonce une extension, fait que peut-être que ça va régler ce problème-là, mais le système de base du jeu est quand même bien et puis intéressant. Puis j'ai joué Aquatol, donc jeu québécois de Synapse Games, où on fait des serpents à plumes. Ça aussi, ça a été super, puis je pense qu'il y a eu un beau succès au niveau international pour un jeu québécois puis des auteurs d'ici. On est super content de le voir un peu partout sur la planète. Donc ça aussi, c'était très sympathique. Sinon, j'avais Nouvelle-France, je l'ai reçu hier. Donc la boîte de Nouvelle-France ici qui est arrivée hier par la poste, fait que évidemment, je ne l'ai pas encore essayé. Mais j'avais joué au prototype de toute façon. Et aussi, j'ai Kingdom Rush, qui était 3e sur ma liste l'année passée, que j'ai reçu, qui est juste ici en bas, mais que, encore une fois, j'ai pas encore eu le temps de jouer. Donc, seulement 3 de mes jeux attendus pour 2020 que j'ai joué. Puis dans les jeux qui ne sont pas sortis encore et que je ne renommerai pas cette année, j'avais Sleeping Gods, Role Player Adventure, Oathsworn, Ankh God of Egypt, Kemet Blood and Sand, Truthvang Legend, Arceus, Dice Throne Adventure, Wonderland War et Metal Gear Solid The Board Game. Donc, c'était tous des jeux. Je pense que ce projet-là. Metal Gear Solid, je suis pas sûr que ça va sortir un jour. Ça. Voilà, ça, c'est un autre débat, mais c'est tous des jeux qui ne sont pas encore sortis, qui ont eu des délais ou qui ont disparu, un peu comme Metal Gear. Donc, vous ne les retrouverez pas sur notre liste de 2021. On a choisi donc des nouveaux jeux, 15 nouveaux jeux à vous présenter. Et on va commencer ça sans plus tarder. Puis mon numéro 15, je suis allé un peu wild parce que c'est un jeu que j'attends, mais c'est comme... Je m'attends quasiment à ce que ça soit une déception, mais en tout cas, je vais te montrer ça. C'est un jeu de Fantasy Flight Games qui s'appelle X-Men Mutant Insurrection.
Donc, Ouais. c'est le premier jeu de FFG qui va prendre la bannière X-Men en tant que tel. Ils ont fait beaucoup de choses Ouais. Marvel, mais tu sais, ça tournait autour des Avengers, ça tournait autour des personnages qu'on a vus dans les films du MCU dans les dernières années. Donc là, ils vont vraiment dans la franchise X-Men. Puis moi, tu sais, j'étais un gros fan de Marvel, mais à la base, j'étais un gros fan des X-Men. C'est les BD de X-Men que j'ai Ouais. collectionné le plus quand j'étais jeune. Les Young Uncanny X-Men dans les années 90, j'en ai lu beaucoup. Donc, c'est vraiment cette partie-là de Marvel que je triple le plus. Puis là, de voir le premier jeu X-Men, j'étais comme hype. Puis là, ils ont comme sorti des photos à Gen Con online. Puis j'étais comme. Moins sûr. C'est comme. Parce que c'est pas un jeu de figurines, si je me trompe pas. Non, c'est un jeu coopératif de dés. Ça ressemble à un genre de Reckoners un peu dans le Ok. principe. Mais tu sais, les X-Men, c'est des standees. Puis, tu sais, à la limite, ça me dérange pas que ce soit Ça, des c'est correct. standees Ça, c'est là, correct. à la Ouais. place des figurines. Puis c'est bien correct. Mais le reste de la production, là, c'est comme. Ça a l'air un peu cheapette, ces bars. Puis je trouvais que pour FFG, c'était comme. Tu sais, il me semble que le standard à FFG, il est comme plus haut que ça. Fait que je Ouais. sais pas. J'avais regardé un début de partie sur Gen Con Online, justement. Mais bon, fait que tu sais, je l'attends, mais je suis comme mitigé un peu dans ce jeu-là. Puis c'est un jeu de Richard Lenus, là, qui est comme l'inventeur de Arkham Ouais. Horror. Fait que tu te Ouais. dis, tu sais, Colin, si on pris lui pour faire ce jeu-là, il doit avoir un petit quelque chose. Mais bref, c'est ça. Ça a une petite vibe Reckoners-esque, mais avec Ouais. les X-Men. Puis je pense qu'ils ont Bon. misé un peu sur de faire justement beaucoup de personnages dans le jeu. De là, le choix des standees. Si t'as genre 10-12 choix des X-Men, c'est quand même cool dans un jeu comme ça. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner au final. Donc, ça devrait sortir en 2021. Comme c'est FFG, c'est des sorties magasins, donc c'est pas Ouais. mal sûr qu'il va sortir en 2021. Ouais. Puis comme tous les jeux d'FFG, ça va être disponible probablement aussi en français. Donc, on va attendre, voir de quoi ça a l'air. C'est sûr que je vais vouloir l'essayer, mais on dirait que je m'attends quasiment à être déçu déjà. En même temps, Ouais. si j'ai pas des hautes attentes, peut-être que le jeu va me surprendre. Ouais. Qui sait, on espère que ce sera pas la suite de Sinister Six. Non, et voilà. Donc, c'est ça, mon numéro 15, X-Men Mutant Insurrection. Super. Dans mon cas, mon numéro 15, dans le fond, je commence déjà en trichant un petit peu. C'est pas un jeu, c'est une extension. C'est de Eagle Griffin Games, une extension, un gros jeu de Lacerda qui est On Mars. Et pour faire cette extension-là, dans le fond, ils vont mixer, c'est une espèce de crossover que j'aurais pas vu venir, ils vont mixer avec le jeu vidéo Surviving Mars. Je sais pas si tu l'as essayé. Un jeu vidéo où tu dois coloniser, dans le fond, la planète Mars. Très, très, comment je dirais ça, Warcraft 3, là, le type de jeu, moins les combats. Fait qu'un jeu, tu bâtis un civilization building, là, tu sais, que tu construis tes bâtiments, tes usines, etc. Fait qu'ils vont combiner ça, puis dans le fond, je sais que ça va venir sur Kickstarter, je sais que ça va être sur Kickstarter peut-être en avril, peut-être en mai, mais vu que c'est juste une extension, qu'il n'y a pas tant de matériel que ça dans l'extension, on peut espérer que quelques mois plus tard, ils vont être prêts à livrer, on se croise les doigts, mais probablement que ça va aller 2022, début 2022 quand même. Mais ce qui est intéressant dans le fond de cette extension-là, si on aime évidemment le jeu On Mars, qui est un énorme jeu de placement d'ouvriers, c'est une extension qui va amener différents modules à travers une espèce de petite narration. Une petite, je ne sais pas si ça va être vraiment une campagne, mais ils ont un story arc qui est nommé. Fait qu'il y a 4 chapitres dans l'extension. Le premier chapitre va transformer le jeu en One versus All pour 3 à 5 joueurs. Le deuxième et le troisième chapitre en font une version coopérative de 2 à 4 joueurs. Et le quatrième chapitre ajoute une autre façon de jouer solo sans l'automa. Donc, 4 modes différents, 2 co-op, 1 solo, 1 One versus All. Je trouve ça original qui n'ait pas juste été avec rajouter plus de matériel, plus de bâtiments, plus de cartes, plus d'un paquet de cossins. On va essayer plutôt d'aller dans différentes directions avec les différents modules. Il n'y a pas beaucoup d'informations encore sur comment chacun de ces... Non, c'est ça, sur comment chacun de ces modules-là va fonctionner. Il y a juste des genres de petits meeples d'extraterrestres là, qui j'assume qu'on va en croiser quelque part là-dedans. Mais si on regarde le nom des modules, il y a de Invasion, fait que j'assume que là, il va y en avoir un qui va contrôler une armée extraterrestre qui attaque la base sur Mars. Outbreak, je ne sais pas s'il veut faire référence à 2020. Il y a un module qui s'appelle Power Shortage, je ne sais pas trop comment ça va fonctionner. Puis le mode solo, ça va être le mode Monolith. Fait que je ne sais pas s'il va avoir une petite référence à l'Odyssée de l'espace, ça serait intéressant.
Mais bref, un jeu que j'aime beaucoup, qui est difficile à sortir, fait qu'en rajoutant du solo et du coop, ça va permettre, il y a des joueurs, tu sais, peut-être, par exemple, même je pense à toi, je te dirais une partie d'On Mars, mais je suis pas sûr, t'aurais tant envie que ça de te relancer là-dedans, mais je te dis, non, il y a un module coop, le jeu est un peu plus court, on va jouer dans la même équipe, peut-être que je vais pouvoir le sortir. Mhm. Puis des gens qui auraient été moins intéressés. Ouais, peut-être. Donc, voilà, c'est mon numéro 15. La combinaison de On Mars et de Surviving Mars. Ah, c'est cool. On va enchaîner avec mon numéro 14. J'ai choisi un petit jeu qui s'appelle, en anglais, qui s'appelle Glow, mais qui va Oui. s'appeler Lueur en français, puisqu'il va sortir aussi dans les deux langues. C'est le prochain jeu de Bombix. C'est un jeu qui... la boîte est intrigante, elle est comme noire et blanche, puis à l'intérieur, t'as comme des dés de plein de couleurs différentes avec vraiment du beau matériel. C'est un jeu qui a l'air d'être un jeu de draft de cartes où tu vas drafter des cartes comme d'aventuriers, ou puis là, les aventuriers vont te donner accès à des nouveaux dés, puis là, les dés vont te permettre de justement faire des combos, puis de faire, j'imagine, faire des points comme la plupart des jeux. Bref, c'est un jeu qui mélange draft de cartes avec des dés et des combos entre les deux. C'est le genre d'affaire qui a l'air sympathique, tu sais. Puis le matériel, le art du jeu aussi, il a l'air vraiment magnifique. C'est le genre de petit jeu, je pense, qui va bien sortir en animation, tout ça, des petits jeux le fun Ouais. de même avec des combos. C'est toujours le genre de jeu qu'on recherche des fois pour faire des fillers intéressants. Ouais. Ouais, ce petit jeu-là a attiré mon attention. Puis je sais qu'il arrive vraiment bientôt. Ça va être cool de pouvoir mettre la main sur ce jeu-là très très prochainement. Lueur de Bombix Games, qui serait Ouais, mon moi aussi, numéro 14. ouais, moi aussi, je l'avais surveillé. C'est un jeu qui a l'air très intéressant. Puis je trouvais ça le fun, le contraste entre la boîte et ce qu'il y a dedans au niveau visuel des composantes. C'était le fun. Ouais, ça a l'air une belle petite production avec beaucoup Ouais, de dés, des petits trucs de bois, puis des cartes, tout ça. ouais. Non, j'ai bien hâte de mettre la main là-dessus. Super. Moi, dans mon cas, mon numéro 14, mon deuxième choix, là, c'est une grosse production, une énorme production qui est passée par Kickstarter, qui a déjà été annoncée en retard, était censée être livrée au mois de février, mais là, ils ont déjà repoussé jusqu'à juillet, fait qu'il y a encore quand même des bonnes chances que ça sorte vraiment cette année. C'est la méga production de Restoration Games, Return to the Dark Tower. Return to Dark Tower. Qui a ramassé un petit peu plus de 4 millions de dollars sur Kickstarter en 2020. Fait que Return to Dark Tower, ben, c'est la réimplémentation, la réédition de ce vieux jeu des années 80 où il y avait une immense tour là, au milieu du plateau. Fait on va se promener là-dessus, on va avoir un personnage qu'on va faire évoluer, on va combattre des monstres, on va tenter de sauver les villes. L'idée, c'est de rentrer dans la tour et d'essayer d'aller battre le big boss de la tour. Là. J'ai pas tant regardé qu'est-ce qui avait changé au niveau du gameplay. Moi, c'est vraiment l'espèce de composante électronique, là, technologique qui est à Ouais. l'intérieur, que j'ai hâte de voir comment ça va fonctionner. J'avais pas assez de hype sur les mécaniques de jeu pour avoir envie d'investir le 100, je pense qu'il était 125 US, plus le shipping, plus potentiellement des extensions, des trucs pour vouloir l'acheter, mais j'ai hâte de, soit qu'on mette la main sur une copie, soit qu'on en emprunte une ou qu'on peut jouer en convention ou quelque chose pour voir finalement cette tour-là, comment fonctionne le jeu. Il est censé se jouer avec une app. L'app est censée interagir avec une tour en 3D qui est quelque chose qui Ouais. prend 30 cm de haut dans le centre de la table, qui a des lumières dedans, qui tourne, qui a fait un paquet de cossins. Fait que j'ai hâte de voir ça. Ça va-tu être juste une gimmick? Tu vas jouer une fois ou deux, puis tu vas être bon, ok, on a vu ce que c'est, mais un gros token aurait fait la job. Ou vraiment, ça va être le premier pas vers autre chose, vers l'introduction de certaines technologies à l'intérieur. Parce qu'on se rappelle, on a eu souvent la discussion avec Patrice à propos de Fireball Island, où le jeu, c'est correct qu'il ait fait une réédition, on se moque souvent du jeu, mais qui ont un peu manqué leur coup avec ce qu'ils auraient pu faire Ouais. avec la tour au centre là, qui jette la bille. Puis là, je me demande s'ils vont avoir réussi à le faire dans celui-là. Puis à part ça, ben, c'est un jeu qui a des belles figurines, des belles composantes, tout ça. Fait qu'il y a des idées intéressantes dedans, mais je suis vraiment curieux de voir cette fameuse tour-là. Est-ce que ça va être une patente qui apportera pas tant que ça, ou ça va vraiment révolutionner ce petit monde du jeu-là? Là? Ouais, puis je suis pas déçu qu'il l'ait retardé. Justement, c'est peut-être bon signe que finalement, Ouais, oui, ok, on réalise que le développement de cette application-là, puis la synergie que la tour et l'application est ouais, plus longue à développer, on va mettre le temps qu'il faut dessus.
Pas qu'il fasse comme le jeu vidéo qui est sorti cette année puis que tout était buggé. Mhm. Cyberpunk. Cyberpunk, Donc, ouais. c'est ça. Fait que c'est Ouais. ça me semble intéressant. Lui, je ne l'avais pas backé, je ne l'avais pas supporté, mais tu sais, on va éventuellement être capable de mettre la main sur une copie, c'est sûr, là, on achètera ça quelque part. Mais ouais, c'est ça, fait que j'ai hâte de voir, là, ça va ressembler à quoi. Fait que je suis pas particulièrement anticipatif des mécaniques que le jeu va amener, mais je suis vraiment curieux de voir cette tour-là, ça va fonctionner quand même. OK. Voilà, c'était mon numéro 14, Return to Dark Tower. Pour mon numéro 13, j'y vais aussi avec un gros projet Kickstarter, mais un gros projet Kickstarter de chez nous, donc qui a été fait au Québec, qui a été lancé par des Québécois, et que même l'action du jeu va se passer à Montréal même. OK. Donc c'est le jeu narratif dans l'univers de Vampire de Masquerade. Ah, ouais. Donc Vampire de Masquerade Chapters. Ça Ouais. fait quand même aussi plusieurs années qu'il est en développement. La campagne, si je ne me trompe pas, ça fait déjà quoi 2 ans que c'est passé. Ouais. Fait que c'est sûr qu'il devrait sortir quelque part en 2021 normalement. Donc, un jeu de Fly Us Games, c'est vraiment, pour ceux qui connaissent l'univers de Vampire, on va devoir jouer les différents clans. Donc, on va avoir des espèces de tutoriels à faire avec chacun des clans pour voir un peu les différentes mécaniques, les différents fonctionnements, puis suivre l'histoire de plusieurs personnages. Donc, ça semble intéressant. Ça semble être un hybride entre un jeu de rôle et un jeu de société. Ouais. Un style qui se développe, puis qui, de plus en plus dans les années, là, les jeux narratifs d'histoire comme ça, avec des éléments RPG-esques, si on pourrait dire. Ouais. Donc, ça semble très intéressant. Je connais des amis qui l'ont supporté, fait que j'ai hâte qu'ils me fassent essayer ça. Puis on avait déjà fait des entrevues aussi à Gen Con avec Ouais, on un des les avait créateurs. rencontrés. Ouais. Donc, ils sont super sympathiques. Ils ont travaillé fort. Puis je trouve ça le fun que l'histoire du jeu se passe à Montréal même. Puis ils ont mis des petits Easter eggs historiques avec Montréal, des endroits cultes de Montréal aussi. Donc, je trouve que ça fait un petit attachement émotionnel à nous au Québec. Donc, pour toutes ces raisons-là, c'est un jeu que j'attends cette année, que j'ai hâte d'essayer. Donc, mon numéro 13, Vampire de Masquerade Chapters. Super bon choix. Moi, dans mon cas, mon numéro 13, je me tourne un petit peu plus vers de l'euro. C'est le jeu Furnace, qui est, si je me trompe pas, je crois que c'est de Arcane Wonders qui fait la prochaine, La version qui édite nord-américaine. Ouais. Ouais. Dans le fond, Furnace, de ce que j'ai compris, c'est une construction d'engin, c'est un jeu où on va aller sélectionner des cartes, mais c'est la façon dont on sélectionne ces dites cartes-là que je trouve si intéressant. Dans le fond, c'est qu'on va avoir différents jetons numérotés, je pense que c'est d'un à 4 ou d'un à 5, puis on va aller placer les jetons sur les cartes qui sont disponibles, un peu comme sur une forme de draft, sur les cartes qui sont disponibles pour tous les joueurs. Dans le fond, la seule règle, c'est qu'on ne peut pas mettre un jeton de la même valeur sur une autre carte. Puis, quand tout le monde va avoir placé ses jetons, on va résoudre les cartes de gauche à droite. Puis, celui qui a le jeton le plus haut va remporter la carte puis va pouvoir la placer dans son engin. Mais celui qui a le jeton le plus bas ou ceux qui ont les jetons les plus bas, ça, je ne suis pas sûr, vont gagner des compensations. Fait que tu vas avoir une bonne stratégie où est-ce que je vais aller mettre mon 4 ou mon 5. Je ne me rappelle plus si c'est des jetons d'un à 4 ou d'un à 5. Mais où est-ce que je vais aller mettre mon jeton le plus haut parce que c'est les cartes que je veux, mais c'est les autres cartes qui vont offrir telle compensation, mais je vais avoir besoin de ces ressources-là pour démarrer des trucs dans mon engin, fait que je vais aller mettre des jetons plus bas. Je trouve que c'est une mécanique qui est intéressante, puis après, on active tous les bâtiments qu'on a déjà acquis, qui sont dans notre engin. Fait qu'il y a l'air d'avoir une belle mécanique qui tourne autour de ça. La plupart des critiques que j'ai vues ou lues jusqu'à date disent que c'est un jeu très smooth, là, qui coule super bien. C'est une thématique que j'aime bien, là, l'espèce d'époque industrielle du 19e siècle, là, un petit peu à la Brass. Là. Ouais. C'est quelque chose que je trouve toujours intéressant au niveau de la thématique, même si habituellement la thématique n'est pas super présente dans ce type de jeu-là. Mais bref, un bon héros avec du draft, de la sélection, un petit côté enchère là, à l'intérieur du draft, que je trouve qu'il a l'air intéressant avec une production plus visuelle. Je trouvais que ça avait l'air intéressant aussi. Donc, Furnace, paraît-il que les parties sont relativement courtes aussi, en dedans d'une heure. Fait que j'ai bien hâte de pouvoir mettre la main là-dessus en 2021. Ça a été dans les derniers que j'ai coupé dans ma liste. Là. Ah, tu vois, lui, je pensais qu'on aurait peut-être une chance. Parce que c'est le même auteur que Smartphone Inc., justement. Ouais. Puis Smartphone Inc., c'est tellement un jeu qui est élégant et qui a un design vraiment très très clean, vraiment facile à prendre en main pour la profondeur qu'il offre. Fait que s'il a réussi à faire le même principe dans un jeu de construction d'engin avec Furnace,
Je pense que ça va être vraiment bon. Donc, ouais, Mhm. moi aussi, j'ai hâte d'y jouer. Il était dans les 3-4 derniers que j'ai coupés pour faire ma Tu vois, liste. lui, je me disais que ça serait peut-être un crossover. Ouais, Mais non. il a passé proche. Il a passé proche. Super. Ensuite, numéro 12, c'est un jeu que j'avais eu la chance d'essayer un proto la dernière fois qu'on était allé à Gen Con en 2019. Donc, c'est un jeu de Genius Games. C'est un jeu Ok. qui s'appelle Genotype Mendelian Genetics Games. Ouais. Donc, c'est le prochain jeu de Genius Games qui a passé sur Kickstarter l'année dernière. Donc, il était censé sortir en 2020, mais évidemment, il a été retardé. Donc, il devrait sortir cette année. C'est un jeu de draft de dés, draft de cartes avec des petits éléments de construction d'engins. Où, dans le fond, les dés que tu drafts vont représenter les caractères génétiques, donc des plans de poids. Parce qu'on est les assistants de M. Mandel qui fait ses expériences sur les poids. Ouais. Donc, on va ramasser des poids, et on va ramasser des gènes de plants de poids, et on va essayer de faire du set collecting, de remplir un peu des contrats, des cartes pour scorer des points, si tu as tel gène pour faire la carte, donc tu vas aller scorer les points, tout ça. C'est brillant comme jeu, c'est un beau design, puis le côté éducatif, il est vraiment le fun, parce que, évidemment, si vous connaissez un peu la génétique mendélienne, puis les grilles de Punnett pour justement analyser la distribution génétique, ben, le jeu est bâti autour de ça, donc c'est vraiment très très cool. Le petit côté éducatif qu'ils réussissent toujours à Ouais. mettre dans leur jeu, les sciences aussi, la science qui est derrière le jeu est toujours le fun. Puis je trouve que dans ce jeu-là, c'est vraiment bien intégré, encore plus que dans les autres jeux. Tu sais, mettons dans périodique, oui, on se promène sur un tableau périodique, mais les mécaniques sont pas tant reliées au tableau périodique tant que ça, plus que c'est juste le thème. Alors que dans celui-là, en plus du thème, je trouve que les mécaniques de jeu, ils fit avec le thème de la génétique. Fait que je trouve que c'est vraiment une belle réussite. La production, le visuel aussi est super beau. Donc, Ouais. c'est sûr que ça vient chercher ma fibre scientifique. Mais ouais, Genotype qui va être sorti cette année. Un jeu que j'attends beaucoup. Donc, j'ai hâte de voir la version finale du jeu pour avoir joué au prototype en Ouais. 2019 à Gen Con. Donc, c'est mon numéro 12. Très bon choix. C'est vrai qu'il y a toujours des belles thématiques, lui. Ensuite, moi, si je continue avec mon propre numéro 12, ben, mon numéro 12, c'est un jeu d'un de mes auteurs favoris qui sort pas tant de jeux que ça. Il en sort pas si souvent que ça, puis il tourne souvent autour des mêmes thématiques, à quelques exceptions près. C'est un jeu de Tom Lemon, son prochain, qui est Dice Realms. Dice Realms, dans le fond, c'est comme si Tom Lemon, c'est celui qui a fait toute la série For the Galaxy, le Race for the Galaxy, Roll for the Galaxy, puis New Frontier. C'est aussi lui qui a fait Res Arcana. Ils sont tous des jeux extrêmement élégants dans leurs différentes mécaniques que j'aime, que j'adore profondément. À part les extensions de Race for the Galaxy, ça, je les ai toutes. Mais dans le fond, c'est comme s'il avait pris un module de la dernière extension de Roll for the Galaxy qui ajoutait un dé qu'on pouvait modifier les faces, puis qui avait fait tout un jeu autour de ça. Fait que ça a l'air, dans le fond, d'être une version améliorée de Dice Forge. Une version gamer de Dice Forge. Une version gamer de Dice Forge. Avec une grande variété. Fait qu'on va avoir comme 5 phases de dés qui sont disponibles à toutes les parties. Puis sur 35 autres phases de dés disponibles, on va en drafter 5 batchs de phases de dés, 5 autres phases de dés. Fait que ça va nous donner 10 choix pour notre partie. Puis ensuite, ben là, on va avoir à lancer nos dés, à acheter des nouvelles faces, à modifier les faces de nos dés. Il va y avoir des mécaniques, évidemment, pour mitiger la chance, etc. Puis c'est un jeu où on va essayer d'accumuler des ressources qu'on va transformer, puis qu'on va faire des points de victoire avec tout ça. Fait que, tu sais, oui, il y a un côté très Dice Forge, là, si je puis dire, mais il y a vraiment la qualité de Rio Grande Games parce que c'est le même matériel qu'il y avait dans l'extension de Roll for the Galaxy. Fait que c'est du matériel de super bonne qualité. Puis c'est Tom Lemon qui est derrière ça. Fait que je sais pas c'est quoi la twist qu'il va amener pour que ça ait une coche sur des jeux comme Dice Forge, par exemple. Mais personnellement, je suis persuadé qu'il va trouver cette coche-là, cette façon-là d'aller chercher une mécanique extraordinaire. Il n'y a pas encore énormément d'informations sur le gameplay. Nous, on avait pu tester, pas tester, mais regarder un petit peu. On a vu vraiment l'un des premiers protos en 2019. Là. Oui, que Tom lui-même, que M. Lemon lui-même est en train d'essayer puis d'expliquer à quelqu'un d'ailleurs quand on avait passé. Fait que c'est un des premiers protos. C'est un projet qui a été retardé beaucoup dans les dernières années, pandémie et tout ça. Mais quand je terminais de sortir mes petites pages sur Board Game Geek, tantôt, j'ai vu que Tom Lemon lui-même répondait à quelqu'un
à matin. Oh, wow. Pour dire que ça devrait, dans 3-4 mois, ils devraient annoncer la date de sortie officielle, puis ça devrait être en 2021. Probablement Ça, Gen Con 2021. peut-être. Puis ça, c'est une sortie magasin, normal. Fait que ça passe pas par Kickstarter. Fait que ça devrait sortir en 21. Fait que donc jeu de dés, manipulation de face de dés avec une petite économie d'achat à l'intérieur de tout ça. Ça me semble extrêmement intéressant. Donc, Dice Rams, mon numéro 12. Bon choix. Je me doutais que t'allais le mettre, celui-là. Ouais. Je pense qu'il était dû pour 2020 puis qu'il a été comme Ouais. repoussé. Hein. Il avait été repoussé, mais c'est parce qu'en 2020, il n'y avait jamais sorti de date. Il n'y avait pas donné de nouvelles du jeu du tout. Okay. Étant donné les autres projets et tout ça, puis il était déjà en retard avec d'autres projets Rio Grande, donc voilà. Ok, on poursuit avec mon numéro 11. J'y vais avec une petite extension que j'en ai parlé un petit peu rapidement tantôt. C'est l'extension Cold Water pour Aquatica, donc Atlante, qui devrait sortir en 2021. Ça va être une extension à module. Fait qu'encore une fois, ça c'est le fun, ce genre d'extension-là. Parce que t'es pas obligé de tout mettre le matériel de l'extension d'un coup. Je pense qu'il va y avoir 5-6 modules. Fait que tu peux décider d'en implémenter un ou en mettre 2-3 si tu veux une game un peu plus pimentée. Fait que ça permet aussi de varier tes parties, de pas toujours mettre la même combinaison de modules. Donc ça aussi, ça va être une sortie probablement direct en magasin là. C'est une petite extension, fait que je trouve que ça va être sympathique. Le système de base du jeu est le fun. Un petit côté de construction d'engin vraiment facile à prendre en main. Fait que je pense qu'avec ce petit punch-là de plus, je pense que ça va l'améliorer grandement. Donc, une des extensions que j'ai hâte de mettre la main dessus cette année, c'est Cold Water pour Atlante. Ouais. Puis comme tu disais tantôt, c'est un jeu qui manque un petit quelque chose pour vraiment se démarquer de tous les autres jeux qui sortent. Fait qu'on espère que c'est ça, ce petit quelque chose-là. Ouais, le petit spark, là. Ouais, parce que c'est un jeu qui est très très le fun à jouer, qui est très agréable, mais qu'en effet, il est pas inoubliable. Ouais, c'est ça. C'est ça comme ça. Fait que donc, si moi je commence, je continue, dis-je, mon numéro 11, c'est pas une extension, mais c'est une suite spirituelle d'un autre jeu. C'est le jeu de Pandasaurus Games, Dinosaur World. Yes. Dinosaur World, dans le fond, c'est la suite spirituelle, évidemment, de Dinosaur Island. À peu près tous les reviewers qui ont essayé le jeu jusqu'à maintenant le louange de façon dithyrambique. C'est un jeu qui va aller reprendre le concept de base de Dinosaur Island, où on va avoir des ouvriers, on va recruter des ouvriers, des dés, etc., mais qui rajoute une espèce de partie de city building, là, en quelque sorte, où on va vraiment construire avec des tuiles hexagonales notre parc d'attractions. Il va falloir déplacer l'espèce de Jeep là, qui fait la tournée touristique de ce dit parc d'attractions. La qualité du matériel semble être phénoménale, encore mieux que Dinosaur World, puis que Dinosaur Island, dis-je, et ils ont semblé écouter un petit peu les critiques du visuel de Dinosaur Island où tout était rose, jaune, orange et fuchsia. Ouais, ils ont tourné down ça pas mal. Là. Ouais, puis tu sais, le jeu reste très coloré, là, mais il est plus dans du vert, dans du rouge, tu sais, dans des couleurs, oui, éclatantes, mais qui sont moins agressantes pour l'œil. Moi, j'aimais bien le visuel de Dinosaur Island, mais il y en a beaucoup qui le critiquaient, qui n'aimaient pas ça particulièrement. Fait que dans le fond, c'est un jeu, au début de chaque tour, on va recruter des ouvriers, on va recruter une carte qui représente les ouvriers qu'on va avoir pour notre tour. Ces ouvriers-là vont pouvoir faire différents jobs, comme fabriquer des nouveaux dinosaures, escorter les touristes, garder le parc, etc. On a la même mécanique d'ADN où on va avoir à ramasser de l'ADN puis à la dépenser pour pouvoir créer des dinosaures. On va avoir notre niveau de risque, notre niveau de danger dans le parc, notre niveau de protection. Il y a des petits meeples personnalisés pour tous les dinosaures. Ouais, ils sont imprimés dessus. Là. Sont imprimés directement dessus, fait que ça semble extrêmement solide. Il y en a plusieurs qui sont Kickstarter exclusives, par contre. Fait que je sais pas qu'est-ce qu'il va y avoir exactement dans la boîte de base. Probablement un petit peu comme la campagne de Dinosaur Island. Va probablement avoir 2-3 modèles de meeple dans la boîte de base. Puis ceux qui ont eu la chance d'avoir la version Kickstarter vont en avoir plein d'autres. Mais bref, un jeu qui semble avoir des super belles mécaniques. Il y a déjà des extensions d'annoncer, je pense qu'il y en a 2 ou 3. Des petites extensions d'annoncer qui amènent du matériel de plus, fait qu'ils ont déjà prévu les dinosaures marins, puis les dinosaures volants, puis tout ça. Donc, si on aime cet univers-là, ce qui n'est pas du tout le préféré de David, mais si on aime cet univers-là, donc ça me semble être super intéressant, Dinosaur World, puis on a de la chance, nous autres, on sait déjà qu'on va le recevoir. Ouais, Pandasaurus sont vraiment gentils.
Ouais. Mon numéro 10, je continue dans les extensions. Fait que c'est une autre extension que j'attends beaucoup cette année. Une extension à un jeu qu'on aime tous les deux beaucoup, puis qui va y en a une belle variété. Parce qu'on est tanné un peu de se battre tout le temps contre le même boss. Ah, ouais. Donc, c'est l'extension Steel Slayer pour The Reckoners. Donc, l'extension va amener, à la base, elle va amener 2 nouveaux boss déjà. Donc, tu seras plus obligé de te battre contre Steel Heart. Tu vas pouvoir te battre contre 2 autres boss qui, eux, ont des mécaniques différentes, des fonctionnements différents. Fait que déjà, ça, à la base, c'est beaucoup pour The Reckoners. Ouais. En plus d'amener des nouveaux personnages qui vont avoir des combinaisons de dés hybrides, là, vont avoir des dés de plusieurs couleurs en partant. Fait que ça va faire des personnages un peu différents. Évidemment, des nouveaux items, des nouveaux épiques à combattre. Et on va aussi avoir des pouvoirs sur les tuiles de lieux. C'est quelque chose qui était un peu plate dans le jeu de base parce que tu sais, les lieux que tu plaçais ou tu te promenais, c'était très générique. Là. Ça changeait rien que tu te battes dans le parc d'attraction. C'était vraiment juste esthétique puis montrer qu'on pouvait se déplacer d'un à l'autre. Mais les lieux n'avaient pas de différence en tant que tel. Donc là, il va avoir chaque lieu va avoir une piste. Puis il va y avoir des trucs à aller faire dans les lieux ou des trucs à gagner. Donc ça aussi, ça va rajouter, je pense, une belle profondeur, une belle dynamique autour du jeu. Donc, belle extension qui va apporter des belles affaires à un jeu qu'on aime beaucoup. Puis je voulais vous montrer des photos, mais il n'y en a pas. Donc, il n'y en a pas bien. Il y a juste le cover. Le Pledge Manager vient d'ouvrir cette semaine, justement. Donc, on a commandé ça. Puis vu que c'est une extension, puis que les autres ils ont déjà envoyé les trucs en production depuis un bout, j'ai quand même espoir que ça sorte d'ici la fin de l'année. Donc, peut-être à l'automne 2021. Ça devrait. Fait que ça va être très cool de pouvoir. Tu sais, Reckoner, c'est un jeu que je sors de temps en temps puis que j'aime toujours. C'est juste qu'à un moment donné, Steel Heart, tu sais un peu comment il fonctionne. Là. Fait que, juste le fait de changer le boss, genre, ça va tout changer la game puis ça va donner un beau vent de fraîcheur à The Reckoners. C'est bon de pouvoir ressortir un jeu qu'on a payé aussi cher. Ouais. Ben, justement, parlant de jeux qu'on a payé très cher puis d'extensions qui vont rafraîchir tout ça, moi aussi, c'est pas une extension, ce sont des extensions. Mon numéro 10, moi, c'est Marvel United, ce que j'appellerais, mettons, la deuxième vague. Ouais. Marvel United, dans le fond, c'est un jeu qui m'a doublement pris par surprise quand j'ai fini par le recevoir pour jouer parce qu'il était beaucoup plus simple que ce à quoi je m'attendais. Puis sa simplicité au début me déroutait. Mais finalement, à chaque fois que je joue, je l'apprécie toujours un peu davantage. C'est juste qu'il faut, comment je dirais ça, adapter sa vision du jeu en disant ok, je m'en vais pas jouer un gros jeu gamer. Là. Je m'en vais jouer une petite affaire qui prend 15 minutes. C'est drôle, on joue des cartes, ça se fait super rapidement, puis on gagne mon père. Dans la campagne Kickstarter, il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6 extensions qui étaient proposées, que j'ai évidemment pris, plus quelques-unes qui étaient exclusives. Et là, chaque extension va amener un petit quelque chose qui va modifier la façon dont le jeu va se jouer. Puis là, j'ai l'impression, un petit peu comme tu parlais d'Aquatica tout à l'heure, là, j'ai l'impression que Marvel United va monter à un autre niveau, là, que je vais pouvoir le jouer avec mes enfants si je prends juste le jeu de base, mais que je vais pouvoir sortir une extension qui va le rendre un petit peu plus gamer. Fait que Return of the Sinister Six, ou la façon dont les méchants vont se jouer en équipe. Il y a Tale of Asgard où il va y avoir un mode One vs. All. Chaque extension, il y a même des Infinity Gauntlet dans lequel il y a un gantelet grandeur nature pratiquement. Donc, fait que chaque extension va amener beaucoup de matériel. Puis mine de rien, dans le jeu de base, il y a 3 vilains et 7 héros, si ma mémoire est bonne. Si on a la version Kickstarter, là, c'est évidemment dommage pour ceux qui vont acheter en magasin, mais je pense qu'on monte à 50 héros. Ah, c'est juste fou là, la quantité. Puis quelque chose comme 15 ou 20 vilains. Fait que je suis pas sûr qu'il y a des héros que je connais qu'il n'y a pas dans le jeu. Ah, il doit en avoir, là, mais il y a vraiment énormément de héros. Fait que je suis très curieux de voir parce que c'est quand même un petit jeu où tu joues des cartes qui a juste 3 icônes possibles dans le jeu. Fait que j'ai bien hâte de voir comment ils vont réussir à différencier tout ça. Quand on va être rendu à faire la différence entre Venom, puis Carnage, puis Deadpool, est-ce qu'on va vraiment sentir une différence entre les personnages? J'ai hâte de voir. Donc, mais il y a tellement de matériel, juste le visuel du jeu. Je suis très, très, très... j'ai beaucoup d'anticipation à ce que ça arrive, puis ça devrait être livré quelque part en février, donc bientôt. Donc, nice. Mon numéro 10, Marvel United, la vague 2. Ouais, tu vas en avoir de la boîte dans ta vague 2. Il va y avoir de la boîte dans ma vague 2.
Numéro 9, c'est un jeu, un spin-off d'un jeu qu'on a parlé dernièrement à notre podcast. On a fait un épisode sur Burgle Bro et en Ah ouais. 2021, on devrait avoir Burgle Bro 2 de Casino Capers. Donc au lieu d'aller voler une banque, on va aller voler un casino. Comme on disait dans notre podcast, c'est un jeu qui est sympathique mais qui a des gros défauts. Donc, c'est de pas scaler à plus que 2 joueurs. Ça va être vraiment trop difficile pour rien. Trop difficile et trop chaotique, en fait. Donc, j'ai hâte de voir comment ils ont fait évoluer ce système-là. C'est quoi les nouveautés dans le système avec le 2. Donc, j'ai hâte de voir comment ils ont corrigé ces choses-là. Puis, c'est quoi les nouvelles affaires qu'il va y avoir à l'intérieur. Donc, je pense que la force de Burgle Bros, c'est la thématique. Donc, le premier, c'est vraiment la thématique de faire un coup, aller voler quelque chose. Puis là, on s'en va dans le casino. Donc, je suis pas inquiet qu'il va y avoir des éléments thématiques reliés au casino. Je pense qu'il va y avoir plus de trucs avec des dés dans le jeu. Il y a des trucs avec des chips de poker. Donc, il y a peut-être même comme des mini-games qui vont se passer sur les différentes tuiles du casino. Fait que ça a l'air très cool. Puis, j'ai hâte de voir de quoi ça a l'air ce jeu-là. Puis, c'est quoi les nouveautés qu'il va y avoir dans Burger Bros 2 par rapport au premier que j'aime déjà beaucoup, mais que j'ai hâte de voir l'évolution du système. Ouais. Aussi, j'ai hâte de voir ça. Parce que moi, le Burgle Bros, c'est un jeu qui a faibli pour moi avec les années. Fait que j'ai hâte de voir comment ils vont le revitaliser là, avec la deuxième édition. Donc, si... Oui? Vas-y, c'était mon numéro 9. Ouais, c'est ça. Cool. Donc, ouais, c'est ça, parce que j'ai eu une petite coupure, fait que je continue. Mon numéro 9, moi, dans le fond, c'est le jeu Unforgiven je pense que le nom complet, c'est The Lincoln Assassination Trial. Ouais. Où on va suivre l'histoire je me rappelle plus son nom, mais d'une dame qui a été accusée de complot, de meurtre concernant l'assassinat de Lincoln. Le procès s'est passé en 1865 ou 1866. Et ça va être un jeu de confrontation, 1 contre 1, où un joueur va contrôler le procureur et son équipe, l'autre va prendre contrôle de la défense et de son équipe. Et on va tenter de jouer des cartes et surtout de recruter des cartes pour qui vont être des preuves, des témoins, des pièces à conviction, des trucs comme ça, pour tenter de la rendre, de la juger innocente ou coupable, selon l'objectif qu'on a. Donc, c'est un jeu qui est inspiré d'une thématique historique, ce que je trouve toujours très intéressant. Je trouve toujours qu'il n'y en a pas assez dans le jeu de société. Il y en a des très bons, mais c'est pas un bout d'histoire qui a été particulièrement visité, ce procès-là. Puis, ce qui m'appelle surtout, c'est que le jeu va reposer sur une mécanique inspirée de Seven Wonders Duel, fait qu'une espèce de pyramide de cartes, puis au fur et à mesure qu'on va sélectionner des cartes dans cette pyramide-là, on va en révéler des nouvelles, on va reconstruire la pyramide, je pense, 3 fois dans la partie au fur et à mesure que le procès va avancer. Puis, les 2-3 critiques que j'ai lues qui l'ont critiqué, justement. Puis là, je sais très bien que des gars comme Rado, par exemple, il est réputé pour choisir juste des jeux qu'il aime, fait que forcément, ses critiques vont être positives. Mais il y en a plusieurs qui ont qualifié ce jeu-là de Seven Wonders Duel killer, fait quand même, c'est pas peu dire. Là. Qui renvoie au rencard à la poubelle Seven Wonders Duel, ce qui n'est pas peu dire. Puis moi, Seven Wonders Duel, c'est un jeu que j'ai trouvé très bon, mais pas tant supérieur au mode à 2 de Seven Wonders ordinaire. Fait que j'avais fini par m'en départir. Fait que si ce jeu-là amène vraiment ce type de mécanique-là à un niveau supérieur, j'ai vraiment très très hâte d'avoir ça. Puis j'aime beaucoup l'espèce de visuel un peu vieillot du jeu. Ben, de son époque, là, avec des images, des dessins qui représentent les gens de l'époque, les jetons, tout ça. L'édition du collectionneur, vraiment du beau matériel à l'intérieur. Fait que c'est quelque chose que j'ai très, très hâte de voir, puis de voir comment ils réussissent à implémenter ça. Puis, on parle vraiment d'un jeu de draft avec des parties rapides d'une 30aine de minutes, de l'aller-retour du back and forth entre les deux joueurs, thématique historique. Très hâte de voir le résultat final pour Unforgiven. Très cool, ça a l'air vraiment le fun. Ouais. Moi aussi, je suis assez intrigué du Seven Wonder Duel Killer. Ouais, c'est ça. Moi, c'est juste pour ça. Puis il y en a plusieurs qui ont... préférés. Ouais, c'est ça. Fait que si c'est vrai qu'il est si bon que ça devrait être quelque chose d'extraordinaire. Mon numéro 8, c'est un jeu que j'ai quand même peu d'espoir qu'il sorte en 2021, mais quand même, je l'ai mis pareil parce que j'avais quand même un beau hype dessus. C'est un jeu que j'ai backé sur Kickstarter, ce qui s'appelle Freedom Fives. Okay, ouais. Un Sentinel Comic Board Game. Donc c'est un board game dans l'univers de Sentinel of the Multiverse. Fait que c'est la version jeu de plateau, puis c'est la version qui
utilise le système connu de Defender of the Realm ou Defender of the Last Stand. Fait que lui, ça serait comme le troisième volet un peu de ce système-là. En passant, j'ai jamais essayé les deux autres, mais c'est toujours des jeux qui m'ont attiré. Puis j'ai toujours voulu essayer parce que c'est des jeux qui ont une vibe un peu Tower Defense. Là. Ouais. Tu te promènes avec tes personnages sur le plateau, tu vas aller faire des trucs, des quêtes, mais tu vas aussi défendre les envahisseurs qui essayent d'attaquer le château, la ville. Dans ce cas-ci, ça va être la ville qu'on va défendre contre le Mastermind et ses minions. Donc ça a l'air très très cool. Chaque super-héros a son deck de cartes, ses affaires, un peu comme dans Sentinelle classique. Mais là, évidemment, c'est un jeu de plateau. On a des figurines, on se promène dans la ville physiquement. On va aller faire des genres de side quests aussi pour gagner des nouveaux pouvoirs. Faut un peu empêcher les minions puis les thugs d'aller se placer dans la ville. Fait que t'as un petit côté un peu pandémiesque parce que faut t'enlèves des cubes qui représentent des thugs ou faut t'aller battre des genres de mini-boss. Fait que ça a l'air très très cool. Mais bon, j'ai comme peu d'espoir qu'ils sortent en 2021 parce que le Pledge Manager vient d'ouvrir à l'instant qu'on se parle. Il y a quelques jours. Tu vois. Donc, bon. Mais quand même, je voulais quand même le spécifier parce que je trouve que le système a l'air vraiment le fun. Puis c'est un univers que j'aime beaucoup. J'ai quasiment tout de Sentinel of the Multiverse. Mais c'est tellement plus un jeu que je sors depuis que j'ai Marvel Champion. Parce qu'on dirait qu'il fait la même job, mais comme moins de petits tricks puis de petites affaires à calculer tout le temps. Là. Ouais, Sentinel, c'est tous ces petits bonus-malus qui s'additionnent les uns aux autres qui peuvent devenir lourds à gérer éventuellement. Surtout toutes les extensions. Ouais, c'est ça. Fait que Sentinel, les dernières fois que j'ai joué dans les dernières années, c'était la version digitale. Parce que justement, tout est compté, tout est pris en compte par l'ordinateur. Fait que c'est plus simple à gérer. Mais c'est quand même un univers que j'aime beaucoup. Fait que de l'emmener en jeu de plateau puis de donner une autre vie, je pense que c'est intéressant. Donc, Freedom 5, qui serait mon numéro 8 avec vraiment peu d'espoir que ce soit en 2021. Super. Moi, mon numéro 8, c'est un jeu, là, je suis encore en train de Creative Game Studios, ceux qui nous avaient donné Tower of Arcanas, qui est un petit jeu de recrutement de dés. Dans le fond, le numéro 8, c'est Chronicles of Dronagor, qui est mon premier Dungeon Crawl. Je pense que j'en avais pas encore jusqu'à date, ce qui est la surprise générale. Fait que les 7 prochains c'en est, c'est ça? Quoique Return of the Dark Tower, ça ressemble. Ouais. Mais non, il m'en reste ça. Sur mes 8, je pense que la moitié, ça va être des Dungeon Crawl. Ouais, c'est ça, je me disais, il s'en vient. C'est ça, il arrive là, en grande masse. Fait que Chronicle of Dronagor, dans le fond, c'est un jeu, c'est un Dungeon Crawl qui a une limite de temps, fait qu'il y a une espèce de darkness, là, d'obscurité qui se répand sur le monde puis qui avance dans le donjon au fur et à mesure qu'on s'en va plus creux. Fait qu'il faut pas qu'il nous rejoigne. S'il nous rejoint, on perd la partie. C'est un jeu assez classique, sinon dans ces autres trucs, là, on va choisir notre héros, il va monter de niveau, là on a une grande fiche de personnages avec des arbres de compétences qu'on peut débloquer, il y a du matériel, il y a un paquet de monstres, il y a des boss, fait que tu sais, je rentrerai pas dans les détails, à part que c'est un système de combat en titre de 20, fait que ça je trouvais ça intéressant, c'est rare qu'ils essaient ça dans les Dungeon Crawl, on y va généralement avec des customs, des trucs comme ça. Lui, les deux choses qui m'ont fait pencher pour aller le chercher, c'est que c'est Game Trades qui fait pas juste le rangement du jeu, mais qui fait le plateau du jeu. Donc, le Dungeon Crawl, il est en 3D. Les tuiles sont en 3D. On va monter, descendre des escaliers, littéralement. On a un plateau modulaire en 3D qu'on va placer au fur et à mesure qu'on construit nos affaires. Ça, je trouvais ça intéressant. Au niveau, il pop sur la table. Il va popper davantage que d'autres Dungeon Crawl. Puis j'aimais beaucoup la façon dont on va explorer. Quand on va rentrer dans une pièce, on va avoir une espèce de grande carte qui est refermée sur elle-même, qui est dans le fond un gros token de porte, si on veut. Puis quand on ouvre dans une pièce, on va enlever le token, puis on l'ouvre comme ça, comme des portes de salon. Puis à l'intérieur de la carte qu'on a choisie, ben là, il va y avoir tous les éléments qu'il faut qu'on aille placer dans la salle suivante au fur et à mesure où on explore. C'est un jeu coopératif, c'est pas un mode One versus All. Énormément de matériel, une grosse campagne Kickstarter qui avait fait quand même, je l'ai juste ici, il a fait quand même 500 000, fait que un demi-million. C'est quand même un beau succès. Fait que bien hâte de voir le résultat final. Je ne l'avais pas pris all-in parce que justement, j'étais pas assez certain au niveau des mécaniques, mais j'ai quand même pris un pledge avec suffisamment de matériel pour jouer quelques parties. Comme c'est un Dungeon Crawl, il y a évidemment un mode campagne, fait que là, nos personnages vont progresser, tout ça. Bien hâte de voir le résultat final pour celui-là. Ah, je l'avais pas vu passer du tout, celui-là. Ouais. Ça a l'air cool. Il a l'air d'être assez classique au niveau de l'univers. Là, un ranger, un guerrier, les monstres, des minotaures, des orques, des trucs comme ça. Mais bien hâte de voir, là, c'est
sur la table quand ça va arriver. Du générique fantasy. Ouais, c'est ça. C'est juste sa thématique est un petit peu plus sur les créatures de l'ombre, les créatures de l'obscurité, tout ça. Fait que démons. Ouais, ça s'appelle Age of Darkness aussi. Là. Ouais, c'est ça. Chronicle of Dronegard, Age of Darkness, en effet. Plutôt que juste des orques et des nains. Là. Mais bref, c'est ça. Bien hâte de voir. Ok. Mon numéro 7, c'est un jeu qui avait passé par Kickstarter, que j'avais pas pris, mais que j'avais comme passé vraiment proche. Mais je sais qu'il va éventuellement sortir en magasin aussi. C'est un jeu qui s'appelle The Merchant Cove. Ouais. C'est un jeu où on va incarner un marchand. Et dans le fond, on va essayer de vendre ce qu'on fabrique dans notre magasin à des aventuriers qui s'en viennent en ville, qui arrivent par bateau. Puis le gros pitch de vente de jeu-là, c'est que c'est un jeu asymétrique, dans le sens où chaque marchand va avoir un plateau individuel différent, des mécaniques différentes des autres marchands. Donc si toi tu joues le forgeron, puis moi je joue le marchand de potions, ben on jouera pas de la même façon, on fabriquera pas nos objets de la même façon. Fait que chaque marchand va vraiment avoir sa twist avec ses composantes, ses affaires différentes. Fait que je trouve que c'est un principe intéressant. J'ai hâte de voir si ça marche vraiment bien. Tu sais, le marchand, celui qui fait des potions, ça a l'air d'un bar de Potion Explosion. Là. Il y a comme des billes dans ses chaudrons et tout ça. J'avais le forgeron aussi là, que j'avais vu l'autre fois là, qui essaie de faire des armes et tout ça. Fait que bref, ça c'est vraiment cool. Donc le forgeron qui est ici, qui a l'air d'être une espèce de mécanique avec des dés. Fait que on voit déjà que c'est comme deux affaires complètement différentes. Fait que ça, je trouve ça intéressant comme principe. Reste à voir si ça marche bien. Parce qu'on sait que des jeux asymétriques, c'est un terme qui vend bien dans le jeu de société. Parce que ça a la réputation d'avoir une belle rejouabilité. Dans le sens que chaque game, je vais devoir essayer un marchand différent. Parce que je veux justement voir comment chacun fonctionne. Mais la difficulté d'un jeu asymétrique, c'est de bien le balancer. Et ça, c'est vraiment difficile. Ça prend vraiment beaucoup, beaucoup de playtesting. Donc, j'ai vraiment hâte d'essayer ça. Puis c'est une thématique que je trouve drôle de jouer des marchands qui vendent des trucs à des aventuriers. C'est une thématique qui avait été utilisée dans Bargain Quest, là, mais que le reste du jeu, le jeu était peut-être trop take-that. Bref, il y avait des gros défauts, je trouvais. Fait que j'avais été un peu déçu par Bargain Quest. Fait que lui, ça me semble vraiment une version plus gamer. On s'entend que c'est un jeu un peu plus complexe. Mais ça a l'air vraiment sympathique. Puis le visuel de leur jeu est toujours très beau. Là. Final Frontier aussi, le matériel. C'est eux autres qui ont fait Rise to Nobility. Hein? Ouais, exact. Ouais, c'est ça, c'est le même genre de visuel. Fait que, ouais, c'est le même artiste. Donc, Merchant Cove, j'ai vraiment hâte d'essayer ça. Pour la symétrie, parce que dans sa campagne Kickstarter, on le vendait comme un jeu aussi asymétrique que Root. Fait que la barre est haute, là. Ouais, parce que Root, c'est un de tes préférés. Là. Exactement. Fait que Merchant Cove, ouais, j'ai bien hâte que ça arrive, ça aussi, en 2021 pour tester ça. Parfait. Fait que je continue donc avec mon numéro 7, que j'aurais pas besoin de parler plus longtemps parce que c'est le jeu le plus populaire de tous les temps si on se fie à Kickstarter. C'est Frosthaven. Donc, dans le fond, la suite de Gloomhaven. Frosthaven, c'est un autre dungeon crawl. Lui, c'est juste qu'il y a des mécaniques beaucoup plus euro que la plupart des dungeon crawl dans sa sélection de tours de jeu. On va généralement avoir à choisir deux cartes d'une main de carte fixe pour jouer une carte pour le haut de la carte puis l'autre carte pour le bas de la carte. Ça va donner des actions qu'on va pouvoir faire dans notre tour. On va perdre des cartes à toutes les 4-5 rounds de notre main, puis il faut remporter la partie avant de plus avoir nos cartes dans nos mains. Grosso modo, vous connaissez probablement Gloomhaven de toute façon. Frosthaven, dans le fond, la seule chose que j'aurais expliqué, c'est pourquoi il est en 7e place, mais c'est un jeu que j'attends énormément. Évidemment, je m'attends à jouer probablement des centaines d'heures à ce jeu-là. On a déjà annoncé, si on suit la campagne, que je pense qu'ils vont monter à 136 ou 146 scénarios. Il y en avait 95 dans le Gloomhaven saison 1. Fait que là, on en rajoute plus de 50%, puis j'ai déjà joué beaucoup. La seule raison pour laquelle il n'est pas promis, je dirais, c'est que Isaac Childress, l'auteur, a déjà annoncé qu'il allait continuer à utiliser le système de mise en place des quêtes qu'il avait implanté dans l'extension. C'est-à-dire que quand on installe une quête, on a une mission, on voit juste une partie de l'information, puis il faut aller fouiller dans des pages plus loin au fur et à mesure qu'on trouve des nouvelles pièces. Et j'avais vraiment détesté ça de l'extension. La façon
dont le livre des missions y était fait, parce que tu passais ton temps à mettre des post-its partout, plus tu ouvrais un coffre, il fallait que tu ailles voir une entrée 15 pages plus loin, puis il fallait que tu retiennes tu étais à quelle page avant, parce qu'il fallait que tu reviennes à cette page-là, parce que la conclusion de la mission était écrite à une autre page, mais si tu avais une autre, des fois, il peut y avoir une information qui disait au début de chaque tour de jeu, on perd un point de vie parce qu'il fait très chaud dans la pièce, ben ça c'était écrit sur une autre page à un autre endroit, fait que tu passais ton temps à mettre des marqueurs un peu partout. Fait que ça avait l'avantage que tu ne savais pas d'avance qu'est-ce qu'il allait avoir dans une pièce, contrairement à Gloomhaven. Sauf que ça ralentissait le jeu une fois qu'on était parti, parce que là, tu pouvais ouvrir une pièce et dire il y a des squelettes dans cette pièce-là, il faut que j'aille chercher une enveloppe, que je mette l'affaire des squelettes, que je sorte mes squelettes, puis on sait la quantité de matériel qu'il y a dans ce jeu-là. Si tu l'as pas tout sorti d'avance, ça fait que tes parties sont plus longues, des fois pour rien. Fait que j'espère qu'ils vont réussir à peaufiner ce système-là, parce que c'était le défaut de l'extension, puis on dit qu'ils continuaient avec cette voie-là. Puis c'est juste pour ça qu'il n'est pas numéro 1, parce que si ils disaient on refait une deuxième saison avec des nouveaux bonhommes, c'est pareil comme la première, mais des nouveaux bonhommes, des nouvelles classes, des nouveaux monstres, une nouvelle histoire, puis des nouveaux objets, ça aurait été mon numéro 1. Ouais, définitivement. Fait que c'est ça, c'est Frosthaven qui, mine de rien, là, pour la parenthèse, a ramassé près de 13 millions sur Kickstarter. Wow, c'est débile pareil. En pleine pandémie, avec les mondes qui avaient perdu plein de leur job et tout. Non, sa livraison était prévue en décembre 2020. Je sais pas quand est-ce qu'il a passé sur Kickstarter. Non, mais la campagne, me semble, qu'elle était en avril ou quelque chose de même. Tout de suite après le premier confinement. Ouais, ça se peut, je me rappelle plus exactement était où. Mais ouais, ça se peut que ça soit en pleine pandémie, ouais. Donc voilà, mon numéro, l'on à quoi? 7, Frosthaven. Pour mon numéro 6, c'est aussi un projet qui est passé par Kickstarter, évidemment. C'est le projet de Letter Games, donc Oath, Chronicle of Empire and Exile. Donc le même auteur que Root, donc Colwell, qui a lancé ce projet-là. Ça a l'air d'un jeu un peu plus complet, complexe. Root est quand même complexe, mais celui-là, ça a l'air d'être un peu plus. C'est un jeu, ça a l'air d'être très contrôle de territoire et tout ça, donc ça semblait vraiment intéressant. Le visuel, c'est le même artiste qui avait travaillé sur Root aussi. Donc ça a l'air très très cool comme univers, encore une fois. Donc j'ai toujours hâte de voir les nouveaux projets qu'il a fait. Là. Je me souviens plus de tant que ça, c'est quoi peut-être les grosses différences de ce jeu-là par rapport aux autres qu'il avait fait, là, mais bref, moi, juste avoir l'auteur puis l'éditeur, puis j'embarquais dans ce projet-là. Donc, c'est un jeu que j'attends beaucoup cette année, Oath. Ça fait quand même... c'était en 2019, le Kickstarter, je me souviens plus, je pense que oui. Donc, là aussi, les chances qui sortent cette année sont quand même assez bonnes. Donc ça aussi, ça va être super intéressant, je pense. Donc, ce serait mon numéro 6. Parce que lui, si je me trompe pas, il se joue en campagne. Les résultats d'une partie vont affecter la partie suivante qu'on va jouer. Ouais, exactement. Puis tout est resettable, là, fait que tu pourrais tout resetter le jeu puis le prêter à quelqu'un. Là, mais puis t'es pas, tu pourrais, je pourrais jouer une game avec un groupe de joueurs. Puis là, les résultats de notre game vont influencer la deuxième game. Et la deuxième game, je pourrais jouer avec d'autres joueurs puis ça serait pas grave. Là. Fait que ça, c'est un système qui fait que c'est peut-être moins compliqué que de toujours jouer un jeu campagne avec tout le temps le même groupe de joueurs. Là. Fait que c'est pour montrer un peu l'évolution de cette histoire-là au travers des parties. Puis ça rajoute toujours une petite touche de variété. Fait que c'est un concept qui est intéressant quand même. Là. Super. Dans mon cas, si je continue, mon numéro 6, c'est un jeu qui a également passé par Kickstarter, qui a fait un petit peu plus de 300 000. Pas un énorme succès, mais un très beau succès quand même. C'est un jeu qui s'appelle Uprising. Le nom complet, je crois que c'est The Curse of the Last Emperor. Exact. Uprising, dans le fond, c'est juste la prémisse du jeu. On est dans un univers fantastique, il y a un empereur méchant, puis on s'allie contre lui pour le renverser et asseoir quelqu'un d'autre sur le trône, mais c'est un jeu qui est compétitif, puis c'est un jeu qui se définit comme étant un 4X Games, mais coopératif, dis-je, pas compétitif. Un 4X Game, mais coopératif. C'est ça qui m'avait accroché. C'est l'aspect parce que le 4X Games, par définition, c'est des jeux qui sont hautement compétitifs. Quand on dit 4X Games, on veut dire Exterminate, Expand, Exploit, Explore. Explore, ouais.
Fait que c'est un jeu où tu vas te promener, explorer des nouvelles zones, tu vas construire des bâtiments pour accéder à des ressources. Tes bâtiments vont te permettre de construire des nouvelles armées, des nouvelles unités, etc. Puis avec tes unités, tu vas aller t'approcher habituellement des autres joueurs, prendre contrôle de leur zone, etc., etc. Tu sais, Eclipse, Twilight Imperium, c'est dans les célèbres, dans ces genres-là. Fait que si vraiment ils réussissent à faire un jeu qui est un vrai 4X game, mais qui est coopératif, pour moi, ça va être un coup de circuit automatique en dehors du terrain. Puis celui-là, il y a des super belles composantes en plus. C'est pas un jeu à figurines en tant que tel. Ouais, c'est des standees, hein? C'est des espèces de standees, mais des standees en acrylique. Fait que sont déjà pré-imprimés, sont de différentes couleurs selon la faction qu'on a choisie. Les factions sont, semble-t-il, très, très asymétriques, mais là, c'est très populaire de ce temps-là de dire ça. Oui. Puis les figurines, dans le fond, c'est les méchants qui les ont, qui vont avoir des espèces de garnisons qui vont être en figurines, qui vont se construire au fur et à mesure que la partie va avancer. Fait que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup d'anticipation pour celui-là. J'ai vraiment hâte de voir si le résultat final est aussi bon que ce que je l'espère. Puis c'est ça, j'ai à peu près tout pris ce qui était sur la campagne, fait qu'on devrait en avoir assez pour essayer en masse. Donc, Uprising, mon numéro 6. Ouais, ça a l'air très cool. Ouais, ça m'a l'air vraiment bon. Pour mon numéro 5, c'est un spin-off d'un jeu qui est sorti l'année passée. Un jeu que j'ai joué beaucoup trop, même. Donc, c'est The Crew Mission Deep Sea. Donc, The Crew vont sortir un spin-off cette année. C'est pas une extension, c'est vraiment un autre jeu à part entière, mais qui va évidemment prendre les mécaniques principales de The Crew. Et le pitch, c'est évidemment d'amener The Crew à un autre niveau. Donc, ça me parle quand même beaucoup parce que j'ai adoré The Crew. Donc, autant pour l'élégance de sa simplicité, mais aussi l'évolution au travers des missions, de la difficulté, puis la façon justement d'apprendre les petites subtilités d'un jeu de pli ensemble, la façon de coopérer, mais la façon de communiquer qui est compliquée dans le jeu-là. Donc, j'ai trouvé vraiment intéressant The Crew. Puis là, quelqu'un qui me dit, ben là, on sort une nouvelle boîte cette année, puis on a juste poussé le concept un peu plus loin. Mais c'est sûr, j'embarque. T'as pas besoin de m'en dire plus que ça. Donc, The Crew Deep Sea Mission. Donc, j'ai hâte de voir justement, ça va être quoi les twists, c'est quoi les nouvelles mécaniques qui vont essayer de nous emmener là-dedans. Donc, au lieu d'être dans l'espace, on est dans l'eau. On va aller découvrir la profondeur de l'océan. Bon, le thème, on s'en fout un peu au final, mais bon, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va amener de différent dans l'émission et tout ça, les objectifs. Peut-être qu'ils vont refaire un système d'objectifs un peu différent ou ajouter des belles twists. Fait que, bref, j'ai hâte de voir ce que cette petite boîte-là va contenir, mais je pense que ça va être des heures et des heures de plaisir encore une fois. Donc, The Crew Mission Deep Sea, mon numéro 5 des jeux les plus attendus. Très curieux de voir ça. Je savais même pas qu'il y avait quelque chose qui s'en venait là, de suite à The Crew. Ben, le pire, c'est que je savais même pas moi non plus. J'ai découvert ça des derniers jours en fouillant un peu avant de faire nos listes. Comme, ah ouais, il sortait une nouvelle boîte de The Crew. Oh yeah! Très cool, très cool. Dans mon cas, mon numéro 5, il y aurait le potentiel pour être le jeu le plus attendu de l'année pour moi si j'en savais un peu plus. Mais il n'y a à peu près aucune information de disponible pour l'instant sur ce jeu-là, sinon que ça devrait passer par Kickstarter dans les prochaines semaines. Fait que j'ai espoir que ça sorte avant la fin de l'année, mais probablement plus 2022 si ça arrive vraiment sur Kickstarter. C'est un jeu de cryptozoïque et c'est The Dark Knight Returns the Board Game. Batman, évidemment. Batman The Dark Knight Returns the Board Game. Dans le fond, la prémisse du jeu, comme je dis, il y a très très peu d'informations. La prémisse du jeu, c'est que ça va être un jeu solo. Fait qu'on va contrôler juste Batman. Fait qu'eux autres se sont pas cassés la tête à savoir comment on va le mettre de 2 à 4. On ne le met pas de 2 à 4. C'est Batman tout seul. Puis Batman Returns, The Dark Knight Returns, c'est un vieux Batman. C'est une BD des années 80 de Frank Miller. C'est un vieux Batman qui a pris sa retraite il y a plusieurs années. Puis là, la ville de Gotham est sans dessus-dessous. Il y a plusieurs vilains qui font leur retour. Il y a une espèce de secte, pas une secte, mais un gang de mutants qui contrôle la ville. Puis le Batman décide qu'il se mêle de tout ça puis qu'il tape des têtes. Fait que le jeu, ça va être un jeu de survie. Ça va être un jeu qu'on va pouvoir jouer une espèce de mini-campagne qui est, j'assume, la trame narrative de la bande dessinée. Puis c'est un jeu qui dit, ça m'attire, au lieu d'avoir un système de level up, on va avoir un système de level down. Après chaque game, Batman est de plus en plus fatigué, de plus en plus à bout de ressources, de plus en plus blessé, mais il doit continuer. Fait que ça va être la gestion de ça, de comment on réussit à gérer notre santé déclinante, parce que Batman,
dans Dark Knight Returns, il est déjà essoufflé en commençant, il a à peu près 70 ans. Fait que, tu sais, puis il décide de reprendre la cape. Donc, puis là, on va affronter Two-Face, puis Joker, puis je pense qu'il y a Billy Berserk, puis il y en a plusieurs. Fait qu'on va suivre la bande dessinée, que tu te fais tapocher dessus de game en game, puis tu essayes de survivre à travers tout ça. Fait qu'un jeu solo, il le présente comme un gauntlet, là, fait qu'un espèce de Defense Tower solo où on essaie de traverser ces vagues d'ennemis-là. Je suis vraiment curieux, mais à part ça, c'est un jeu de plateau, c'est un jeu de figurines, c'est un jeu de cartes, j'en ai aucune idée. J'avoue, il n'y a pas d'image. Il n'y a pas beaucoup d'informations de sortie. Non, puis je pense qu'il n'y a aucune image sur Board Game Geek pour l'instant. Non, il n'y a rien. Il y a un petit article que quelqu'un a écrit, Cryptozoic l'a annoncé que ça devrait passer sur Kickstarter. Fait que dépendamment de la qualité du matériel, du visuel, de qui fait les règles et tout ça, ça peut être pour moi un très, très, très beau succès. Juste par sa thématique puis son concept, ici est déjà numéro 5. Dans mes jeux les plus attendus, j'ai vraiment hâte de voir ça. Ça va avoir l'air de quoi le produit final. On va souhaiter que Daryl Andrews, un des designers, s'efforce un peu plus que dans Sinister Six, mettons. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pour ça que c'est pas tout. Je sais pas qu'est-ce qu'il a designé d'autre. Il a fait Sagrada. Quand même. Fait que c'est lui qui a fait Bosk aussi. Ouais, qui est quand même cool. Fait que je pense, là, je suis pas certain. C'est un des deux designers. Ouais. Fait qu'il faudrait que je vérifie. Il y a des bons titres, mais il y a des misses aussi. Fait que j'ai hâte de voir. Ouais, c'était intéressant de faire un jeu solo avec ce concept-là. Avec Batman, avec un super-héros qui est solo, tu sais. Fait que je trouvais que ça fitait vraiment beaucoup. Surtout cette bande dessinée-là. Je trouvais que ça fitait vraiment. Donc voilà, mon numéro 5, Batman de Dark Knight Returns. Mon numéro 4, c'est le jeu que je pensais faire un crossover avec toi, parce que c'est un dungeon crawl. Puis je me disais, tu vas bien en avoir une tonne de dungeon crawl. C'est la nouvelle édition de Descent qui était annoncée. Donc Descent Legends of the Dark, donc la 3e édition. Et là, ils ont vraiment fait le saut 100% avec l'application. Ouais. Parce que la 2e édition, tu pouvais jouer avec un maître de jeu, là, tous contre un. Puis là, ils ont ramené l'application coop plus tard, une fois que le jeu était déjà sorti. Mais là, celui-là, ça en va vraiment avec une application. Fait que j'ai l'impression qu'ils vont faire évoluer un peu le système qu'ils ont développé dans Lord of the Rings, puis l'amener faire Descent, puis de l'amener à un autre niveau encore une fois. Puis FFG, pour vrai, leurs jeux avec application mobile sont assez impressionnants. Là. Oui, parce qu'on avait fait notre top de jeux avec application, je pense qu'FFG était là 3-4 fois dans le top 10. Ouais, puis dans des bonnes positions. Ouais. Fait que j'ai vraiment hâte de voir le matériel, il a l'air vraiment hot aussi. Donc il y a du mobilier, il y a des trucs un peu en 3D, donc ils sont allés vraiment dans une nouvelle direction, puis tu sais, de pas juste dire on fait une 3e édition, puis on retape 2-3 règles, puis c'est tout. Donc ils ont décidé vraiment de faire une espèce de... Ouais. C'est comme un reset, c'est quasiment un spin-off en fait. Là. C'est un peu comme il avait fait entre le 1 et le 2 il y a une dizaine d'années. Là. Mais je suis pas sûr que ça va être compatible avec les autres. Je pense qu'ils ont vraiment. Il va moins ressembler à la 2e édition que la 2e ressemblait à la première, mettons. Ouais, parce que je sais qu'ils vont ailleurs aussi dans le design visuel, là, les cartes, tout est très différent au niveau visuel aussi. Même les dés, le système de dés a l'air différent de ce que c'était là. Donc j'ai bien hâte de voir ce qu'il va y avoir dans cette grosse et énorme boîte de FFG. Ouais, parce qu'elle n'est pas donnée, hein. Elle ne sera pas donnée. On peut déjà commencer à la précommander à gauche, à droite, puis elle est autour de 200$ canadiens. Ouais, je sais qu'elle était au-dessus de 150 en magasin, donc ça va être très cool, je pense. Donc, Descent Legend of the Dark, mon numéro 4. Super. Mon numéro 4, ce serait mon 3e sort of Dungeon Crawl. C'est pas tout à fait un Dungeon Crawl, mais bon, c'est un jeu de Chip Theory Games. C'est le jeu Burn Cycle, qui avait ramassé environ un demi-million sur Kickstarter, là, 450 000, 430 000, quelque chose comme ça. Burn Cycle, c'est un jeu qui se passe en l'an 3000 quelque chose, où on va contrôler différents robots qui vont infiltrer une grande méchante corporation humaine pour aller tenter de voler des plans, de l'information, du matériel, des trucs comme ça. C'est comme un Terminator inverse, c'est ça? Ouais, c'est comme un Terminator viré de bord mélangé avec Ocean's Eleven. Okay. On est un groupe de robots qui font un heist dans une méchante corporation qui
terrorise les robots. Fait qu'on est les gentils, mais c'est pas les humains. Fait qu'ils ont viré ça de bord. Puis c'est du chip theory games. Fait qu'on parle de maths en néoprène, de personnages très différents les uns des autres, beaucoup de rejouabilité en explorant différents étages. Il y a un petit côté qui ressemble beaucoup à ce que tu décrivais précédemment avec Burgle Bro. Là, on va construire un étage. Selon l'étage qu'on va avoir, on va avoir placé différentes pièces, différents gardes. Il va falloir naviguer à travers tout ça, hacker des ordinateurs, ouvrir des portes, assommer des gardes, des trucs comme ça. Fait que la thématique me parlait beaucoup. Chip Theory Games, j'aime tous leurs jeux, fait qu'il n'y a pas de raison pour que je n'aime pas celui-là non plus. C'est les mêmes designers là, que les jeux précédents aussi, que voyons, Cloudspire puis Too Many Bones, c'est les mêmes créateurs. Fait qu'ils font du bon travail jusqu'à maintenant. Le livre de règles sera probablement très mauvais. Mais une fois qu'on va avoir passé au travers puis qu'on va apprécier le jeu, ça devrait être une expérience relativement fluide. Puis on est dans du matériel Chip Theory Game. Fait que donc de très bonne qualité. Puis on même, je me rappelle, j'en ai parlé pendant le podcast, ils vont même rentrer des figurines pour la première fois dans un jeu de Chip Theory Game. Puis ça va être des figurines magnétiques qui n'auront pas de base, mais qui vont plutôt se magnétiser justement après leur fameux jeton de poker qui représente les différentes unités. Ben, il va y avoir des unités magnétiques dessus. C'était évidemment un petit add-on qu'on pouvait acheter parce qu'on n'a pas besoin de la figurine en tant que telle. C'est juste un ajout esthétique, un peu comme ceux qui ont pris les figurines pour les tours à Cloudspire. On n'en a pas besoin, c'est juste esthétique. Mais bref, un jeu avec des dés, beaucoup de rejouabilité, beaucoup d'asymétrie entre les personnages, puis ça, je le crois, parce que c'est la même chose dans Cloudspire, Too Many Bones, les factions, les personnages sont très, très différents les uns des autres. Fait que ça devrait être un coup de circuit à peu près automatique pour moi, là, maintenant, quand j'achète du Chip Theory Game, je suis même peu inquiet. Fait que je peux juste aimer ça. Donc, mon numéro 4, Burn Cycle. T'es-tu bien confiant qu'il va sortir en 2021? Ben, lui, il est annoncé pour l'été. Fait qu'il y a quand même un 4-5 mois de lousse. Je pense qu'il est annoncé pour juillet. Ils ont déjà dit, évidemment, avec la pandémie et tout ça, qu'il va y avoir des retards. Mais là, s'il est en retard de 4 mois, 5 mois, on est encore en 2021, on a des chances. On a des chances, c'est bon, ça. On a des chances. Fait que il y a quelqu'un qui l'avait sur notre podcast qui avait dit aucune chance ça sorte en 2021, mais j'espère. On va espérer, on va se croiser. On va espérer. J'ai un autre titre plus loin qui a beaucoup moins de chances de sortir en 2021. Mon numéro 3, justement, c'en est un. Si ça sort en 2021, ça va vraiment être limite. Ça va vraiment être sa fin de l'année. Sinon, il va être reporté en 2022. C'est le jeu Endless Winter. Paleo American. Donc, un jeu qui avait été sur Kickstarter. Une espèce de jeu mid-euro. Qui a l'air d'avoir beaucoup de belles mécaniques dedans. Donc, je pense qu'il y avait du deck building, du placement d'ouvriers, du construction d'engins un peu. On gère un peuple à l'époque du Grand Froid. Donc, l'époque de la préhistoire. Et on va essayer de développer son peuple, tout ça. On a un plateau aussi pour se promener, pour aller construire nos villages, nos affaires. On a notre board personnel avec des trucs qu'on va débarrer dessus. C'est des boards qui me font penser un peu à Scythe, là, dans le sens que quand tu enlèves des bâtiments, ben, probablement que tu débarres des trucs en dessous, des bonus, des trucs comme ça. Il y a des collections de cartes, il y a des cartes qui représentent les outils que tu fabriques, il y a des cartes qui représentent les personnes qui sont dans ta tribu. Fait qu'il y a aussi des combos de cartes qui sont là-dedans. La production a l'air complètement débile. Et l'artiste, c'est Domiko, donc qui avait fait toute la trilogie de la mer du Nord, des royaumes de l'Ouest. Donc c'est le même artiste. J'adore son visuel puis le look qu'il donne. Puis je trouve que sur des personnages de la préhistoire, ça fit beaucoup ce style visuel-là. Mais... Ça m'avait beaucoup accroché. Donc c'est un jeu que j'ai vraiment hâte. Il y a eu beaucoup de beaux commentaires pendant la campagne Kickstarter. Le jeu était disponible sur Tabletop Simulator pour l'essayer. Je connais quand même plusieurs personnes qui ont pris le temps d'aller l'essayer pendant la campagne puis qui ont vraiment été impressionnés par ce jeu-là. Plusieurs reviewers le voient comme étant un des meilleurs jeux de 2021 déjà après avoir joué au Proto. Donc c'est un jeu très prometteur. La seule question qui nous reste à savoir, c'est est-ce qu'il sortira vraiment en 2021? Ouais, c'est ça. Ça va être un des meilleurs de 2021 ou de 2022? Et voilà. Donc, Endless Winter. Ouais, de ce que j'avais lu, il y en a plusieurs dans ceux qui ont eu la chance de l'essayer qui le comparaient déjà à des jeux comme Lost Ruins of Arnak ou Dune Imperium où tu as une mécanique de deck building avec la construction, pas la construction d'engins, mais du placement d'ouvriers dans la même partie. Il me semblait très prometteur en effet.
Donc, Endless Winter, mon numéro 3. Lui, je l'ai supporté sur Kickstarter, donc j'ai vraiment hâte. Dans mon cas, mon numéro 3, c'est un autre jeu que j'ai supporté sur Kickstarter. C'est un jeu d'une compagnie qui c'est sa première création, mais avec des gens tellement expérimentés à l'intérieur de la compagnie que je ne suis pas inquiet. C'est The Glass Cannon Unplugged. C'est un jeu qui a ramassé 2,5 millions d'euros sur Kickstarter. C'est le jeu Frostpunk. Frostpunk, c'est inspiré d'un jeu vidéo du même nom, évidemment. Frostpunk, ce sont les créateurs de This War of Mine et de Nemesis the Board Game qui se sont lancés eux-mêmes pour faire un autre jeu. Ils ont quitté Awaken Realms pour faire ce jeu-là. Et Frostpunk, c'est un jeu de survie. Bon, c'est un jeu coopératif où on va contrôler, dans le fond, un groupe de survivants qui essaie de vivre dans une ville post-apocalyptique là, qui fait très, très froid. On va avoir, il va y avoir des mécaniques de maladie, de gérer sa nourriture, de gérer la température. On va explorer la ville, puis plus on va aller plus loin du centre de cette ville-là, plus ça va être des zones qui sont dangereuses, mais plus on va pouvoir avoir des grosses récompenses. Toute la ville, il va y avoir des figurines pour représenter tous les bâtiments qu'on peut explorer dans la ville. Et il y a une énorme tour à cubes à l'intérieur de la ville qui va représenter l'espèce d'usine de charbon qui permet de nous chauffer, de survivre. Puis au fur et à mesure qu'on va mettre des cubes de charbon dedans, on va augmenter notre température, on va donc diminuer notre froid et tout ça. Mais si les cubes de charbon sortent de la tour, ça va représenter des bris qui se font au fur et à mesure des bruits de fourneaux de la tour, de cette usine-là. Puis s'il y a trop de cubes qui sortent, la fournaise peut exploser, faisant perdre la partie. Fait que c'est un jeu de tour à cubes que tu veux pas trop que les cubes sortent tant que ça. Des super beaux matériels, une gang de gars qui ont fait une trame narrative que j'avais beaucoup aimé dans This War of Mine, dans Tainted Grail, puis là, ils s'y remettent pour faire un autre jeu très narratif, très sombre, très dark, de survie. C'est le genre de jeu qu'il faut survivre un certain nombre de tours, puis si on réussit, on gagne la partie. C'est un jeu pour moi qui a beaucoup d'attentes, beaucoup d'anticipation. Frostpunk, mon numéro 3. Ouais, puis dans ce jeu-là, les figurines, c'est des bâtiments. Genre, c'est les bâtiments de la ville. Ouais. C'est ça, comme je disais tantôt, tous les bâtiments de la ville vont être représentés par des figurines. Puis il y en a beaucoup, là. Il y en a pas mal. Je sais pas, il faudrait que je vérifie. Je sais pas qu'est-ce qu'il va y avoir exactement dans la version de base versus la version Kickstarter. Mais oui, ça devrait être une partie de Frostpunk à la fin d'une partie, ça devrait être assez impressionnant avec tous les bâtiments qu'on a explorés, qu'on a étalés là, dans la ville. Ça devrait être quelque chose à voir. Nice. Ça a l'air vraiment cool. Ouais. Numéro 2. On est presque rendu à la fin. Ouais, déjà. Mon numéro 2, c'est un jeu qui semble être inspiré d'un de mes jeux vidéo favoris de tous les temps. C'est un jeu qui s'appelle Adventure Tactics Domian Towers. Donc, c'est un jeu qui a l'air étrangement inspiré de Final Fantasy Tactics, par le visuel, mais aussi par les mécaniques de jeu. Donc, c'est une espèce de dungeon crawl, là. Dans le fond, un jeu où on va faire des scénarios qui représentent des espèces de combats tactiques sur un plateau avec nos figurines, nos personnages. Évidemment, nos personnages vont se choisir une classe au début de notre campagne. Parmi les classes de base, là, est-ce que je suis un guerrier, un magicien, un cléric, un archer, etc. Puis là, à chaque fois que tu vas réussir un combat, tes personnages vont gagner un niveau. Fait que tu peux évidemment prendre un niveau de ta classe pour augmenter dans ta classe, gagner des nouvelles cartes, des nouveaux pouvoirs. Ou tu peux prendre des niveaux dans les autres classes. Donc, si je suis un guerrier, niveau 1, ben là, la prochaine game, je peux je peux prendre un niveau de cléric. Fait que je suis rendu un cléric niveau 1 et guerrier niveau 1. Puis là, en ayant des niveaux dans les clérics et les guerriers, ben là, peut-être que je vais débarrer la classe du paladin, qui me demande peut-être d'avoir 2 niveaux de guerrier puis 2 niveaux de cléric. Puis là, après ça, je vais pouvoir prendre des niveaux de paladin. Et vous voyez qu'il y a une espèce d'arbre de classe comme ça qui va se développer. Donc, ça fait très Final Fantasy tactique, le côté arbre à classe. Puis ça, je trouve ça très le fun. Puis j'ai vraiment hâte de l'essayer. Ça a l'air de pas être un jeu très complexe. Donc ça a l'air d'être un genre de dungeon crawl un peu plus familial, un peu plus simple. Mais je pense que ça a l'air vraiment sympathique. Puis l'évolution des personnages a l'air vraiment très bien. Donc c'est censé être un jeu campagne, une espèce d'histoire avec des petites branches de décision, des choses comme ça. Puis quand on arrive dans un combat, ben là, on installe la carte de combat. Puis le combat prend peut-être 45 minutes, 45-60 minutes. On fait le combat. Puis après ça, on continue l'histoire. On prend des choix, etc. Puis on continue comme ça pour essayer de faire notre campagne. Ça a l'air vraiment cute comme jeu.
Ça devrait arriver en magasin prochainement. Là. C'est un jeu qui était sur Kickstarter en 2019. Donc, ça devrait sortir très très prochainement. Il y a eu beaucoup de reviewers qui en ont très hautement parlé dernièrement, dont M. Vassal de Dice Tower, qui a vraiment trippé sur ce jeu-là. Donc, j'ai vraiment hâte que ça arrive pour pouvoir mettre la main là-dessus et l'essayer. Donc, Adventure Tactique, qui serait mon numéro 2. J'avoue. Très très bon choix encore une fois. Dans mon cas, mon numéro 2, ça va être sans aucun doute, je dis ça, ouais, ça va être sans aucun doute le jeu le plus compliqué à jouer de tous mes jeux parce que c'est un jeu de Mind Clash Games qui était déjà censé sortir en 2020. Non, il est annoncé pour septembre 2021. Donc, septembre 2021, il y a des chances qu'ils sortent. Mind Clash Games, d'habitude, sont assez à date, quoi, que la dernière campagne d'Anachronie est assez en retard. Fait que ça va peut-être être début 2022, mais bon, on peut espérer. C'est le jeu Persévérance. Persévérance, c'est un jeu dans lequel, dans le fond, on est sur un énorme navire de croisière qui s'échoue après une tempête sur une espèce d'île étrange où il y a des dinosaures. Fait qu'ils le vendent comme étant un jeu dans lequel il y a deux jeux. Il y a un jeu plus de type survie, tower defense, qui est la partie 1, où on va avoir à construire des barricades puis à se protéger des dinosaures qui vont venir nous attaquer. Ou sinon, on a la partie 2, qui est un jeu plus d'exploration. On va aller explorer l'île avec notre leader, notre clan, tout ça. Puis donc, fait que c'est deux modes différents l'un de l'autre, puis les deux peuvent se jouer dans une espèce de mode Chronicle, fait que une espèce de mini-campagne, si on veut, avec ces deux parties-là. Puis probablement, ils ont déjà parlé pendant la campagne qu'ils feraient évidemment des épisodes 3 et 4 pour aller un petit peu plus loin dans leur système. Fait que c'est un jeu de Mind Clash Games, donc il va y avoir de la gestion de ressources, il va y avoir du placement d'ouvriers, il va y avoir de la transformation de ressources, de gestion de main de cartes, il va y avoir un paquet d'affaires à gérer. Et énormément de règles. Le matériel semble être de suprême qualité. Évidemment, il y avait une version de luxe qu'on pouvait acheter pour se procurer des petites figurines ou des petits morceaux de plastique, des trucs, des figurines en plastique pour remplacer des ressources. Désolé, j'ai eu de la misère à trouver mes mots. Donc, j'aime beaucoup l'idée qu'il y ait deux modes de jeu différents. La plupart des reviewers s'entendent pas mal déjà pour dire que c'est la partie numéro 2 qui va être la plus crunchy, la plus intéressante, celle qui a de l'exploration à l'intérieur. J'ai toujours beaucoup aimé les jeux de Mind Clash Games. C'est eux autres qui ont fait Cerebria, c'est eux autres qui ont fait Anachronie, qui est un de mes jeux préférés de tous les temps. Si ce n'est mon jeu préféré de tous les temps, c'est eux autres aussi qui ont fait Tricarion, que j'adore. C'est par contre des jeux extrêmement complexes habituellement. Celui-là, je pense qu'on a déjà dit qu'il allait avoir un mode solo. C'est un jeu co-op aussi, ce qui fait différent de ce qu'ils ont fait dans le passé. Donc, voilà. Fait que pour les mécaniques, comme c'est deux jeux différents, je n'entrerai pas trop dans les détails, mais il y a vraiment des belles variétés puis beaucoup de possibilités d'évolution. On va avoir, entre autres, dans les deux parties, un leader qu'on va choisir de nouvelles compétences, de nouveaux skills, des nouvelles habiletés au fur et à mesure que ça avance. Fait que vraiment quelque chose qui m'intéresse fortement pour 2021, Persévérance de Mind Clash Games. Cool. Ouais. Je trouve ça un peu weird, le système d'épisodes, par exemple. Ben, moi, c'est au lieu de le prendre en épisode, je le prends vraiment, comme ils me le disent, c'est deux jeux différents avec le même matériel, puis je verrai bien comment ça fonctionne au niveau épisode. Comme je le disais tantôt, la plupart des gens qui l'ont essayé, les modes proto, s'entendaient pour dire que c'était la deuxième. Tu as comme une game qui t'apprend à jouer qui est l'épisode 1, puis c'est l'épisode 2 que tu vas rejouer plusieurs fois pour faire des parties variées, de ce que je comprenais. Bon, ben, on est arrivé au moment du numéro 1. Donc, notre jeu le plus attendu de 2021. Pour ma part, j'ai pas tant d'espoir que ça va être en 2021 qui va sortir. Peut-être plus en 2022. Mais je voulais quand même le mettre parce que j'avais beaucoup d'amour pour ce jeu-là. Donc, j'ai choisi en numéro 1 de mettre Darwin's Journey. Ouais. Comme la campagne vient juste de finir, bon, les chances qu'il sorte en 2021 sont faibles, mais quand même. Darwin's Journey, qui est un jeu d'un de mes auteurs favoris, qui est Simone Luciani, et qui le fait avec Nestor Mangon, qui est dans le fond le même co-auteur avec qui il avait fait Newton. Donc c'est le même duo d'auteurs qui ont travaillé sur Newton, qui est quand même un de mes jeux préférés. C'est une espèce de jeu de complexité moyenne, là, de style euro.
Fait qu'on va essayer de ramasser des trucs, on va se promener avec notre bateau sur les îles aussi, c'est de découvrir des espèces, donc un petit côté un peu construction d'engin sur ce qu'on va ramasser, puis c'est de collectionner pour faire des points. Puis la twist, c'est que c'est un jeu de placement d'ouvriers, mais que les ouvriers vont comme avoir des spécialités. Donc, il faut que tu donnes des spécialités à tes ouvriers. Tu as des ouvriers qui vont être bons pour aller recueillir justement des espèces sur le terrain. Tu en as d'autres qui vont être bons ailleurs pour explorer. Fait qu'il y a un système de spécialités d'ouvriers. Je suis pas rentré dans les détails plus que ça. J'ai même pas regardé de partie. Juste le pitch de vente, puis le duo d'auteurs, puis évidemment ce qu'il y avait sur la page Kickstarter. C'était assez pour me convaincre que ce jeu-là, ça va être super bon. Il a l'air d'avoir une petite touche de Marco Polo un peu avec le côté je me promène avec mon bateau puis tout ça. Considérant que c'est le même auteur, donc ça a l'air vraiment cool. C'est une belle version de luxe aussi sur Kickstarter avec du matériel assez incroyable, encore une fois. Je trouve que le look visuel du jeu aussi est quand même très très beau. Là, le petit côté un peu vieillot là, qui fait journal un peu de journal de voyage un peu là, le look du board puis les couleurs choisies, tout ça, je trouve ça vraiment hot. Puis Darwin, c'est un des scientifiques que j'admire le plus, puis que quand j'étudiais en sciences, c'était un de mes scientifiques préférés que quand j'ai appris justement ses recherches puis son travail, tout ça, j'avais lu beaucoup de choses sur ses recherches puis sur ce qu'il avait fait. Donc, je trouve que la thématique a l'air peut-être un peu mieux rendue dans celui-là que dans Newton, où c'est quand même absent. Là. Mais bref, le package de Darwin's Journey a l'air vraiment fantastique. Puis, on va se croiser les doigts très très fort pour que ce soit en 2021, mais je serais pas surpris que celui-ci soit en 2022 sur les tablettes. Probablement. Ce qui est probablement aussi le cas de mon numéro 1, parce qu'il est annoncé pour septembre 2021. Mon numéro 1, c'est le fameux Massive Darkness 2, Hellscape. Fait que mon dernier Dungeon Crawl, évidemment, parce que c'est mon dernier titre. Fait que Massive Darkness 2, c'est la suite de Massive Darkness, qui est un Dungeon Crawl qui avait été très populaire par Command Games ou Simon Games. Un jeu où les joueurs vont choisir un personnage, vont choisir une race, vont combiner ces deux affaires-là pour se créer un personnage unique, puis vont évoluer leur personnage sur une petite feuille de papier qu'on va cocher des compétences qu'on va acheter avec l'expérience qu'on dépense au fur et à mesure que ça avance. C'est un super bon Dungeon Crawler qui avait des gros problèmes au niveau de la gestion de la campagne. Mais il y avait un bon système de loot, de trouver des objets, de jeter des objets qu'on n'a plus besoin pour les combiner pour en faire des objets plus puissants, d'avoir des combos d'armes qui fonctionnent bien ensemble. Les classes étaient différentes les unes des autres. C'est super bon. Les arbres de skill étaient cool aussi. Là. Les arbres de compétences, c'était intéressant. Tu pouvais jamais acheter toutes les compétences dans une seule partie, fait que ça, c'était le fun. Puis là, ils ont vraiment poussé ça à un autre niveau. Je précise que dans le jeu de base, il n'y a pas nécessairement de mode campagne, mais il y a une extension qui s'appelle Hellscape, justement, je pense, ou Evenfall. Evenfall, oui. Evenfall qui amène un nouveau mode campagne qui, promettait-il, est vraiment supérieur à ce qu'ils avaient fait anciennement. Puis je sais qu'ils ont réussi des modes campagne dans d'autres jeux Command, fait que je suis pas très inquiet. Ils vont faire quelque chose qui est intéressant. Mais c'est surtout la diversité des classes qui est venue me parler pour celui-là, parce que là, lui, chaque classe, sa twist de Dungeon Crawl, si je peux dire, c'est que chaque classe va venir avec du matériel qui lui est spécifique. Je me rappelle qu'on en avait déjà parlé rapidement en podcast. Mais si je donne 2-3 exemples, par exemple, le Berserker, lui, va ramasser des espèces de jetons à chaque fois qu'il va se faire blesser, puis ces jetons-là, il va pouvoir les dépenser, des espèces de petits cristaux qu'il va pouvoir dépenser, puis ça va représenter sa rage qu'il génère, qu'il va pouvoir la dépenser pour activer des habiletés. Alors que le Rogue, lui, va littéralement faire du bag building. Il va avoir un sac dans lequel il va mettre des jetons, puis il va piger des jetons là-dedans dans une mécanique de push your luck pour essayer d'améliorer ses actions. Le machin va avoir une espèce de tuile ronde qui représente une espèce d'amulette, puis il va caster ses sorts sur son amulette, puis les cartes vont tourner autour de l'amulette, puis se réactiver à différents moments. Le chaman va avoir une espèce de piste élémentaire, puis un peu comme dans Gloomhaven, je pense, j'avais dit dans le podcast, j'avais fait le même exemple. Puis il va monter les éléments sur cette piste élémentaire-là, puis il va pouvoir déclencher des effets spéciaux si les éléments sont placés correctement sur sa piste élémentaire. Fait que chaque joueur a ses mécaniques à lui, qui vient avec son matériel. Fait que c'est au niveau de la production, je trouve ça vraiment génial que chaque joueur a vraiment une twist unique, particulière à lui. Fait que combine ça avec des mécaniques qui étaient déjà solides à la base, les monstres qui se promènent partout, du matériel de super bonne qualité, une campagne qui a été très, très bien réussie par Command
Donc, qui ont débloqué un paquet de choses. Fait que 3,8 millions, ben, ils avaient déjà prévu tout débloquer ce qu'ils ont débloqué, mais quand même, ils se sont rendus. Presque 4 millions sur Kickstarter. Fait que j'ai vraiment énormément d'anticipation pour celui-là. Il y a des chances de devenir mon meilleur Dungeon Crawl à vie. Si la fin de mes attentes, ça va être mon Dungeon Crawl préféré à vie, c'est à peu près ça. On a hâte de voir parce que la première saison était quand même bien. Ouais. On a eu du fun à la jouer, mais on avait remarqué les défauts qu'il y avait à l'intérieur. Là. On a dû s'ajuster en cours de campagne pour rendre ça un peu plus intéressant. Mais c'est vrai que le système de base est le fun. C'est vraiment. Pour elle, c'est vraiment Diablo de board game. Là. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, si je peux me permettre, pour ceux qui ont déjà la première saison, on peut encore embarquer dans le late pledge présentement pour aller chercher le matériel. Puis, ceux qui avaient backé la première saison, il y a un upgrade pack où tout ce qui était de première saison, on va recevoir des nouvelles cartes, du nouveau matériel pour que tout ce qu'on avait de la première saison puisse se jouer dans la deuxième saison pour que ça soit tout compatible. Puis même les classes, semble-t-il, vont avoir leur propre nouveau matériel, les classes qui existaient déjà. C'est quand même bien qu'elle pensé à ça. Ouais, fait que ça a l'air super intéressant, puis je suis content, puis j'aurais pas besoin de rien mettre de côté de mon ancienne boîte de Massive Darkness. Tout va pouvoir servir, fait que ça va faire énormément de combinaisons possibles avec les groupes de monstres, les roues, tout ça. Bien hâte de recevoir ça. Très bon choix. Je m'attendais à ce qu'il soit très haut dans ta liste. Mais... Ouais, ben, il est très haut. Il est à la hauteur de l'argent qui a été dépensé dessus. Et voilà. C'est comme ça que tu as classé. Pas tout à fait, mais vers la fin, ça ressemble un petit peu à ça. Ouais, c'est bon. Écoute, en finissant, on pourrait peut-être nommer quelques mentions honorables, dans le sens que il y a des jeux qu'on n'a pas nommés en sachant très bien que c'est des jeux, même qui s'étaient affichés 2021, c'était sûr que c'était des jeux en 2022. Fait que je peux en citer quelques-uns juste pour le fun. Il y a Primal The Awakening qu'on a présenté dernièrement, puis qui était sur Kickstarter dernièrement aussi, qui est un jeu que j'attends beaucoup, mais je ne l'ai pas mis parce que c'est clair qu'un gros jeu de figurines comme ça, c'est sûr qu'il va sortir en 2022, au minimum. Moi, j'ai backé The Darkest Dungeon de Mythic Games, que j'ai pas mis non plus dans ma liste, parce que, évidemment, Mythic Games sont reconnus pour être toujours en retard de toute façon. Fait que pour moi, 2021 pour Darkest Dungeon, c'était assez irréaliste. Fait que ça va être aussi pour du 2022. Puis cette année, il va y avoir une campagne Kickstarter pour la version board game de Slay the Spire, qui est un jeu de deck building vraiment trippant en jeu vidéo. Là. Fait qu'ils ont annoncé qu'elle allait faire une version board game, mais la campagne va être cette année, là, en 2021. Fait que lui aussi, c'est impossible qu'il sorte en 2021. Fait que j'en ai pas parlé non plus. Fait que pour moi, ça serait comme 3 mini mentions honorables qui risquent peut-être de se retrouver sur la liste de 2022 l'année prochaine. Ouais, moi j'ai Primal, il est dans mes mentions, évidemment, je l'ai backé, fait que c'est évidemment mes choix. La campagne, il reste, je pense, 1 ou 2 journées avec la campagne se termine au moment où on enregistre. Moi j'ai Nova Etas Renaissance, qui est comme pas la nouvelle édition, là, mais c'est un vieux jeu qu'ils ont refait en implantant les règles qu'ils avaient essayé dans Cine Tempore. C'est la compagnie Ludus Magnus. Il y a un troisième, je pense, c'est Studio. Qui fait ça, fait que c'est un autre Dungeon Crawl que j'ai très très hâte de voir, mais il est annoncé pour décembre 21, fait que c'est impossible qu'il sorte en décembre 21, c'est sûr, ça s'en va en 2022. Puis si j'en nomme un troisième, ben, qui est déjà prévu pour 2022, il y a la 7e Citadelle, qui est la suite du 7e continent, que j'ai très très hâte de voir, fait que les mêmes mécaniques, mais on va un petit peu plus loin. Puis un peu comme toi, il y a un Kickstarter que j'ai bien hâte de voir, ça va ressembler à quoi, c'est le fameux Mythic Battle de la 2e saison, donc Ragnarok, où on va sortir les dieux asgardiens pour les confronter aux dieux grecs. J'ai bien hâte, quand ils vont avoir fait plusieurs campagnes Kickstarter, d'organiser une espèce de méga tournoi avec des dieux égyptiens, asgardiens, chinois, japonais, grecs et romains qui vont se battre contre. Là, ça va être une foire absolument extraordinaire. Ça va être épique. Ça va être épique. Ben, merci beaucoup, LP. Merci de l'invitation. À la maison, ben, faites-nous savoir c'est quoi, vous autres, les jeux que vous attendez le plus en 2021. Laissez-nous ça en commentaire. Vous pouvez nous nommer quelques titres que vous avez hâte de mettre la main dessus en 2021. On est très curieux de savoir ça. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, vous pouvez cliquer notre petit bonhomme en bas de l'écran pour vous abonner. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram à Professeur Board Game. Et si vous voulez nous encourager, si vous aimez le contenu qu'on crée, vous pouvez venir sur notre page Patreon si vous voulez nous faire des petits dons. Fait qu'on va vous souhaiter à tout le monde une excellente fin de journée et continuez de gamer. Ciao, faites attention à vous.